Claudine, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on commence? Bien sûr. Bien D'accord. sûr. Alors, je vais juste pour démarrer présenter en quelques mots l'association Oser le féminisme qui organise aujourd'hui ce webinaire, situer aussi cette rencontre dans le cadre des Journées du matrimoine et vous expliquer le déroulé. Et ensuite, je passerai la parole très rapidement à Claudine Monteil. Alors, Oser le féminisme est une association donc, féministe qui existe depuis 10 ans. Juste, je m'interromps. Marie-Paul et Fabienne, est-ce que vous pouvez continuer à admettre les personnes qui nous rejoignent? Je vois qu'il y a une personne qui est dans la salle d'attente. Donc voilà, Oser le féminisme est une association donc, qui existe depuis 10 ans maintenant, dont l'objectif est de féminister la société. On dit qu'on souhaite augmenter le niveau de féminisme général dans la société. Et pour cela, on a une approche globale, systémique des enjeux liés aux inégalités entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire que nous souhaitons sensibiliser vraiment sur toutes les questions qui concernent les inégalités et on considère ce qu'on appelle le continuum des violences, c'est-à-dire que pour nous, il y a les mêmes enjeux, les mêmes mécanismes qui sous-tendent le sexisme ordinaire, le harcèlement de rue, les violences économiques, les inégalités professionnelles qui rentrent dans le cadre des violences économiques, les violences conjugales, les viols, les féminicides. Ce sont les mêmes mécanismes et les mêmes enjeux qui sous-tendent l'ensemble de ces phénomènes, de ces faits sociétaux. Et donc, nous souhaitons justement mettre en lumière ces inégalités, ces rapports de force qui s'exercent de façon différenciée pour les femmes et les hommes par rapport à chacun de ces enjeux. Donc, on agit de différentes manières. On se mobilise au travers d'actions dans la rue. On se mobilise au travers de campagnes spécifiques que l'on décide chaque année. Chaque année, on décide de thématiques sur lesquelles on va travailler plus particulièrement. Et on se mobilise également au travers d'actions de plaidoyer à destination du grand public et à destination des pouvoirs publics aussi. On souhaite véritablement pouvoir faire évoluer les lois, pour faire bouger les lignes de façon vraiment globale pour que toutes les femmes puissent être concernées par les changements auxquels on aspire. Voilà pour Oser le féminisme. Et donc, vous pouvez nous suivre au travers de nos pages Facebook et pages Instagram au niveau national et au niveau local. Ce soir, c'est plus particulièrement Oser le féminisme 13 qui organise cette séance, mais Oser Féminisme 13 est rattaché à Oser le féminisme national. Donc, vous pouvez suivre les pages Facebook et Instagram du national et du local. Et Oser Féminisme 13, c'est Marseille, Aix-en-Provence et Arles. Vous voyez là, normalement, Marie-Paul, également une des vidéos. Donc, voilà, Marie-Paul qui représente plus particulièrement donc, OLF à Aix-en-Provence. Donc maintenant, cette séance-là, ce webinaire s'inscrit dans le cadre des Journées du matrimoine. C'est la 4e année que nous organisons au LF13 les Journées du matrimoine. Et donc ces journées devaient se dérouler de façon un peu différente qu'elles ne vont finalement se dérouler. C'est-à-dire que normalement, il devait y avoir donc 2 webinaires. Ce soir, celui sur Simone de Beauvoir animé par Claudine Monteil. Demain, Laurence Dionigi qui nous parlera des femmes dans l'art. Donc, il est toujours possible de s'inscrire pour assister à ce webinaire. Donc, il aura lieu demain à 19h également. Et vous pouvez trouver le lien de connexion sur l'événement Facebook, donc sur la page et du National et d'OLF 13. Et il devait y avoir aussi 2 parcours, 2 visites guidées, une à Marseille, une à Aix-en-Provence. Et il devait y avoir aussi une action fémicité, une action qui consistait à renommer les rues de Marseille avec des noms de femmes, car il y a très peu de rues et de places qui portent des noms de femmes, moins de 5% encore aujourd'hui. Et donc ces 3 actions ont dû être reportées du fait de la situation sanitaire et des annonces annoncées, enfin des nouvelles mesures annoncées hier par le préfet. Voilà, donc ce n'est qu'un report, on vous annoncera de nouvelles dates, mais en tout cas on était très contente de pouvoir réaliser de pouvoir organiser les webinaires donc ce soir et demain. Donc pourquoi les journées du matrimoine? Donc les journées du matrimoine, on les organise pendant les journées du patrimoine, pendant et à côté des journées du patrimoine. Dans patrimoine, vous reconnaissez le mot patrie, qui fait référence au mot père. Et donc, il s'agit de transmettre la mémoire des pères. On peut se rappeler aussi que sur le fronton du Panthéon à Paris, il est inscrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Alors, on pourrait nous dire qu'il s'agit là des hommes avec un grand H et que les femmes sont incluses dedans. Sauf que, si on regarde les faits, sur 78 personnes honorées au Panthéon, il n'y a que 5 femmes. Donc, il s'agit bien d'honorer les hommes en tant que catégorie qui exclut et qui n'intègre pas les femmes.
Donc nous souhaitons justement par les journées du matrimoine rappeler que les femmes aussi ont participé à l'histoire collective et qu'il y a une histoire à transmettre pour que les femmes, les filles puissent aussi s'identifier dans différents rôles, différentes fonctions et s'imaginer tous les avenirs possibles. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là pour faire très très court. Maintenant, au niveau du déroulé, comment la séance va se dérouler? Donc, comme je l'ai dit, les vidéos et les caméras et le son est coupé pour les participantes, histoire de libérer de la bande passante et qu'on n'ait pas de problème, pas de difficulté à entendre Claudine Monteil. Claudine Monteil prendra la parole pour nous embarquer dans le parcours qui a été le sien, parce que Claudine Monteil nous honore vraiment de sa présence ce soir. C'est une féministe depuis les années 70, un engagement vraiment affirmé, un engagement qui s'est construit aussi au travers de la rencontre avec Simone de Beauvoir, et c'est ce dont elle nous parlera ce soir. Et donc, Claudine Monteil a d'ailleurs été l'une des signataires du manifeste des 343 femmes qui déclaraient avoir avorté, ce manifeste donc, qui a permis vraiment de faire bouger les lignes par rapport au droit à l'avortement. Voilà, donc vous aurez la possibilité d'inscrire vos questions dans le chat. Je relèverai les questions que vous souhaitez poser à Claudine Monteil et je lui transmettrai via une autre boucle pour que Claudine Monteil puisse prendre connaissance de vos questions et y répondre à la fin de son intervention. Voilà, donc nous sommes plusieurs à co-animer cette rencontre. Donc il y a également Marie-Paul, donc grosse tête qui est présente et qui représente donc OLF 13, plus particulièrement à Aix-en-Provence, qui va m'aider au niveau technique. Il y a également Fabienne Elkoury qui est porte-parole du national, d'Oser le féminisme national, qui aide aussi au niveau technique pour répondre aux éventuelles questions auxquelles on pourrait répondre directement aussi dans le chat. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. Je regarde d'ailleurs s'il n'y a pas une question en lien avec ce que je viens de dire. Je n'ai pas l'impression. Voilà, donc j'ai l'impression que pour le démarrage, j'en ai déjà trop dit. Je vais passer la parole donc à Claudine. Voilà. Claudine, vous avez la parole. Merci beaucoup, Daniela. Merci beaucoup, Marie-Paul. Et merci beaucoup à vous toutes et vous toutes d'Oser le féminisme. Je dois vous dire que déjà le titre de votre association, Oser le féminisme, ça veut tout dire et ça aurait fait très plaisir à Simone de Beauvoir. C'est un titre alors là qu'elle aurait beaucoup aimé et je pense peut-être qu'elle vous aurait demandé si vous acceptiez qu'elle fasse partie de votre association. Cela dit, avant de connaître Oser le féminisme, qui n'existait pas avant sa mort, puisqu'elle a disparu en 1986, Simone de Beauvoir a été liée à Marseille. Et pour cela, je vais vous raconter un petit peu d'abord dans quel contexte elle arrive à Marseille en 1931. Simone de Beauvoir est née en 1908 dans une famille aristocrate catholique très, très pieuse, à la fois pieuse par la mère et en même temps agnostique par le père et surtout très conservatrice. Et il va se produire plusieurs événements qui vont lui rendre service et qui vont avoir un impact quand elle sera à Marseille. Le premier, c'est qu'elle est la fille aînée, elle est l'aînée de la famille et tout le monde s'extasie devant son intelligence. Et le deuxième, c'est qu'elle n'aura qu'une petite sœur, une sœur cadette, donc il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de garçon pour les parents. Et du coup, Georges de Beauvoir, le père, va parler à Simone comme si c'était véritablement un fils. Il va lui parler d'égal à égal, il va l'ouvrir à la littérature française, il ouvre d'ailleurs sa sœur, la petite Hélène aussi, qui est de 2 ans sa cadette, il les ouvre toutes les deux à la littérature et tous les soirs, le soir à partir du moment où elles savent relativement bien lire, eh bien, il prend des grandes pièces de théâtre du répertoire français. Il distribue les rôles à son épouse, aux petites filles, et c'est ainsi que Simone sera impressionnée par l'image et l'aura des écrivains. Et elle comprend que les écrivains, je dis bien écrivains et pas écrivaines pour l'instant, elle comprend que les écrivains ont la possibilité de communiquer avec le monde, et c'est cela qu'elle veut faire. La deuxième chose, la deuxième chance, qui va jouer un grand rôle à Marseille aussi, c'est que sa famille va connaître une épreuve très dure. Elle va être ruinée par une faillite
d'un des grands-pères, du beau-père de Georges de Beauvoir. Et donc, du coup, eh bien, avec la Première Guerre mondiale, la famille se retrouve après la Première Guerre mondiale dans une situation financière difficile. Et donc, Simone et Hélène, qui sont nées boulevard Raspail, au-dessus de la rotonde, eh bien, cet appartement où elles aimaient tant regarder passer les passants, c'était leur seul souffle de liberté, elles se retrouvent dans un 5e étage, rue de Rennes, sans ascenseur bien sûr, avec à peine de l'eau chaude, des situations très difficiles et une situation financière qui est quand même bien moindre que celle d'avant la guerre. Alors, le fait que, du coup, Georges de Beauvoir est très aigri, bon, il faut vous dire que c'est un acteur refoulé, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout fait pour être dans une entreprise ce qu'il va être, pour gagner sa vie. Il est fait en réalité pour faire de la comédie, il adore ça, il sort tous les soirs après-guerre, il se saoule, il sort, il fréquente d'autres femmes, et donc c'est une famille qui est un peu brisée après la Première Guerre mondiale, mais surtout qui n'a plus de moyens financiers. Donc, Georges de Beauvoir dit à ses filles qu'il ne pourra pas les marier avec une dot, que donc, il ne faut pas qu'elles espèrent en cela, il va falloir qu'elles gagnent leur vie. Cela n'a l'air de rien, mais dans les années 1920, ça n'est pas simple, ça n'est pas évident. Et pour la famille aristocrate catholique, c'est véritablement quasiment une déchéance, car la seule chose qui intéresse les familles, c'est de bien marier leurs filles. C'est pour les filles. Bon, eh bien, très bien, elle va en profiter. Elle va du coup en faire une force. Et la force, ça va être les études. Elle se plonge dans les études, elle travaille très dur alors qu'elle va au cours de Zir, qui est un cours catholique pour jeunes filles catholiques où elle n'apprend pas grand-chose, mais elle apprend par ailleurs. Elle étudie et elle va étudier en bibliothèque et nous arrivons à Sartre et nous arrivons à l'agrégation et à Marseille. Elle étudie très très dur, elle est brillantissime, elle est repérée par les normaliens pour son intelligence et sa beauté. Il ne faut pas oublier que vous êtes habitué, et je parle de sa beauté, je sais que je parle d'une femme de la beauté, mais vous allez comprendre, il faut pas, je ne suis pas en train de faire un commentaire sexiste, je suis simplement en train de vous parler de véritablement ces hommes normaliens fascinés par une femme à la fois brillantissime, belle et avec un nom d'aristocrate. Donc ça faisait quand même trois éléments, et à l'époque, elle n'était pas encore révoltée, elle n'était pas encore proche d'oser le féminisme, je peux vous le dire. Ça allait venir, mais ça n'est pas venu tout de suite. Donc il faut comprendre aussi son parcours qu'il ne sait pas faire en une journée. Et donc là, ils sont éblouis, Sartre tombe immédiatement amoureux d'elle, d'ailleurs il me dira, elle était belle, elle était intelligente, elle était rayonnante, Claudine, sa beauté. J'ai été fascinée d'abord, je l'avoue, par sa beauté. Vous êtes habitué à voir des photos de Simone de Beauvoir en noir et blanc. En réalité, elle avait des yeux bleus myosotis, elle avait des cheveux noirs et elle avait un visage d'une très très grande beauté. Donc, si vous voulez, elle fascinait. C'est vrai qu'elle fascinait. Et en plus, ce qu'elle disait était intelligent. Donc, ils se retrouvent, ils vont passer l'agrégation ensemble. Sartre va soi-disant la préparer à l'oral de l'agrégation. C'est plutôt Simone de Beauvoir qui a préparé Sartre à l'oral. Mais ça, vous vous en doutez, chers amis, ça ne va pas vous surprendre. Je ne vous apprends pas un scoop. Et elle a quand même 3 ans de moins que Sartre. C'est la première fois qu'elle passe l'agrégation de philosophie. Et donc, le jury se retrouve, uniquement composé d'hommes, bien sûr, se retrouve avec 2 brillants candidats, Sartre et la petite jeune Mademoiselle de Beauvoir. On l'appelait Mademoiselle de Beauvoir à l'époque. Et là, ils sont aussi brillants l'un que l'autre, mais le jury décrétera, et il l'avouera plus tard, que comme le pauvre Sartre, normalien brillant, avait été collé à l'agrégation de philosophie l'année précédente, on allait quand même lui accorder un peu de gentillesse, on allait faire de lui le premier et elle seconde. Et je l'ai taquiné pendant 16 ans, j'ai provoqué Simone de Beauvoir là-dessus en disant, enfin écoutez Simone, le jury a reconnu que vous étiez aussi bonne que ça. Mais non Claudine, mais non, Sartre a été meilleur que moi. C'était la seule chose, je dirais que c'était la seule soumission que j'ai entendue. Enfin, c'était une des rares choses, mais c'est pour vous dire que donc, elle a l'agrégation de philosophie. Et avoir l'agrégation de philosophie avec une famille, avec une mère extrêmement possessive, qui ouvrait les lettres de ses enfants, de ses filles, y compris à 21 ans, eh bien, c'était brusquement une libération extraordinaire.
Alors, pendant un an, elle va donner des cours à Paris, elle va donner des cours particuliers, donc elle va gagner un peu d'argent. Elle s'installe, elle loue une chambre à sa grand-mère, à Denfert-Rochereau, et elle est donc déjà presque partie. Et là, elle commence à avoir un salaire et elle va le couper en deux tout de suite, parce que ça va jouer un rôle aussi à Marseille. Elle va couper en deux son salaire tout de suite pour en donner la moitié à sa petite sœur, qui est sa cadette, Hélène de Beauvoir. Je vous ai sorti une photo d'Hélène plus âgée, mais qui est quand même une photo que j'aime beaucoup. Elle était vraiment artiste peintre. Elle a peint 3000 tableaux et gravures. Elle a eu des expositions dans le monde entier. Mais tout cela pour vous dire qu'Hélène n'a pas un sou, qu'il lui faut absolument louer un studio de peintre pour pouvoir peindre et que c'est Simone de Beauvoir qui va tout payer, tout régler avec son salaire qui n'est pas conséquent à l'époque. Toujours est-il qu'un an plus tard, la relation, d'abord, elle a eu une année très heureuse, elle est avec Sartre, elle est amoureuse, il se découvre qu'ils s'aiment, et vous savez que Sartre veut l'embrasser et qu'elle lui dit « je n'embrasserai qu'un homme que j'aime », et Sartre lui répond « mais vous m'aimez ». Et c'est ainsi qu'ils vont s'embrasser et qu'ils vont s'aimer. Et donc, quand Simone de Beauvoir apprend que Sartre est nommé au Havre et qu'elle est nommée à Marseille, c'est un déchirement terrible. Sartre lui propose de l'épouser pour éviter qu'ils ne soient séparés. Simone de Beauvoir refuse. Leur pacte est fondé sur la liberté. Cette liberté qu'elle a attendue tant, elle veut véritablement en profiter. Et c'est ainsi que quand même déchirée d'être séparée avec cet homme qu'elle aime, et c'est quand même une relation nouvelle, c'est pas une relation qui date, c'est une relation qui date d'un an et demi à peu près, et c'est ainsi qu'elle part à Marseille. Elle part à Marseille seule, elle ne connaît personne là-bas, et je vais commencer simplement par vous lire, si vous le permettez, juste un ou deux passages de l'arrivée de Simone de Beauvoir, qui à la fois est éloignée de Sartre et en même temps éblouie par sa liberté et par la lumière, la beauté de Marseille. Dans toute mon existence, je n'ai connu aucun instant que je puisse qualifier de décisif, mais certains se sont rétrospectivement chargés d'un sens si lourd qu'ils émergent de mon passé avec l'éclat de grands événements. Je me rappelle mon arrivée à Marseille comme si elle avait marqué dans mon histoire un tournant absolument neuf. J'avais laissé ma valise à la consigne et je m'immobilisais en haut du grand escalier. Marseille, me dis-je, sous le ciel bleu, des tuiles ensoleillées, des trous d'ombre, des platanes couleur d'automne. Au loin, des collines et le bleu de la mer. Une rumeur montait de la ville avec une odeur d'herbe brûlée et des gens allaient, venaient au creux des rues noires. Marseille. J'étais la seule, les mains vides, séparée de mon passé et de tout ce que j'aimais. Et je regardais la grande cité inconnue où j'allais sans secours tailler jour le jour ma vie. Jusqu'alors, j'avais dépendu étroitement d'autrui. On m'avait imposé des cadres et des buts. Et puis, un grand bonheur m'était donné. Ici, je n'existais pour personne. Quelque part, sous un de ces toits, j'aurais à faire 14 heures de cours chaque semaine. Rien d'autre n'était prévu pour moi, pas même le lit où je dormirais. Mes occupations, mes habitudes, mes plaisirs, c'était à moi de les inventer. Je me mis à descendre d'escalier. Je m'arrêtais à chaque marche, émue par ces maisons, ces arbres, ces eaux, ces rochers, ces trottoirs qui, peu à peu, allaient se révéler et me révéler à moi-même. Alors là, elle est donc tout en haut, vous connaissez l'endroit, et sur l'avenue de la Gare, à gauche, il y avait des restaurants avec des petites terrasses. Et sur une de ces restaurants, sur une des vitres d'un restaurant, elle voit un écriteau « Chambre à louer ». Alors, elle dit « Ce n'était pas une chambre selon mon cœur, un lit volumineux, des chaises et une armoire. Mais je pensais que la grande table serait commode pour travailler et la patronne me proposait un prix de pension qui me convenait. J'allais chercher ma valise, je la déposais au restaurant de l'Amirauté. 2 heures plus tard, j'avais rendu la visite à la directrice du lycée, mon emploi du temps était fixé. Sans connaître Marseille, déjà j'y habitais, je partis à sa découverte. Alors, je dois vous dire que pour la chambre, la description de la chambre, en fait, elle a choisi une chambre. D'abord,
pour des raisons financières, la moins chère possible, puisqu'elle elle partage déjà en deux son salaire avec sa sœur. Donc, c'est limité. La deuxième chose, c'est que elle veut être près de la gare parce que symboliquement, elle veut être près de Sartre, plus près de Sartre. Elle veut pouvoir sauter dans un train. C'est très important pour elle. Elle va rester qu'une partie du temps là, et elle raconte dans ses mémoires qu'après, elle s'est liée relativement d'amitié avec une des professeurs du lycée Montgrand, dont je vais vous parler tout de suite. Et là, du coup, elle est allée louer une chambre plus agréable, plus spacieuse, chez cette collègue. Il y a juste un problème, cette collègue était amoureuse de Simone de Beauvoir, et Simone de Beauvoir ne l'a pas compris sur le moment. Bon, ça s'est quand même bien passé. Simone de Beauvoir n'avait pas d'attirance pour elle particulière, mais c'est pour vous dire que donc elle a vécu dans ces deux endroits. Mais c'est surtout à l'image même de toute sa vie. C'est-à-dire que avant la publication des Mandarins, en 1954, le roman qui va lui faire avoir le prix Goncourt, où elle va être lauréate du prix Goncourt, elle habite dans des hôtels, en particulier l'hôtel Louisiane à Saint-Germain-des-Prés, où elle a une toute petite chambre aussi avec une grande table, et même elle monte même sa bicyclette dans la chambre qui prend à peu près la moitié de la chambre. C'est pour vous dire que les questions matérielles ne sont pas importantes pour elle à l'époque, sauf pour pouvoir manger relativement, se nourrir et surtout travailler, acheter des livres, écrire et réfléchir. Alors la voilà donc qui a vu sa directrice. La directrice, c'est la directrice, vous le savez, du lycée que vous connaissez mieux que moi, le lycée Montgrand. C'est 13 rue Montgrand, c'est un lycée de filles créé en 1891 comme annexe du lycée Thiers, qui est l'ancien hôtel Roucorse et qui a aujourd'hui 800 élèves. Qui paraît-il, il paraît, parce que je vous avoue que je ne le connais pas, il paraît qu'il se trouve au centre de Marseille, qu'il est très facile d'accès en bus et qu'il domine la place Félix-Boué. Ce lycée aura aussi, comme ancienne élève, la grande résistante Bertie Albrecht, torturée, et qui est une des rares femmes compagnons de la Libération. Et bien sûr, je crois, votre mère actuelle, Michel Rubirola, si je ne me trompe. Je vous livre ça, mais je me tourne vers vous. Alors, je me disais d'ailleurs que le nom du lycée Montgrand était celui d'un ancien maire de Marseille. Et si vous cherchez à féminiser des noms, peut-être qu'un lycée pourrait porter le nom d'une femme à Marseille. Enfin, je vous dis ça comme ça, entre Bertie Albrecht et Simone de Beauvoir. Alors, elle a 23 ans. Elle a 23 ans, elle est très jeune. Elle a déjà ces fameux bandeaux qui sont très beaux qu'elle porte. Et elle a les cheveux courts. Et j'ai pu trouver, parce que je suis membre de la Société Simone de Beauvoir et la Société Simone de Beauvoir publie des articles, nous publions des articles, et j'ai retrouvé dans la Société Simone de Beauvoir un témoignage réalisé par une amie, grande spécialiste de Simone de Beauvoir, qui est Eliane Le Carme-Tabonne. Eliane Le Carme-Tabonne est une personne pour laquelle j'ai la plus haute estime et amitié, qui en particulier, parce qu'en particulier, elle a dévoué près de 10 ans de sa vie aux recherches d'archives et de notation de la Pléiade, des mémoires de la Pléiade de Simone de Beauvoir. Elle continue à travailler, donc c'est vraiment une des grandes spécialistes de Simone de Beauvoir que je tiens à saluer parce que c'est véritablement grâce à elle que je vais vous raconter le témoignage qu'elle a trouvé. Eliane Le Carme-Tabonne s'est rendue à Marseille et a rencontré une des anciennes élèves. Alors, la première fois qu'elle est apparue en classe, raconte cette ancienne élève, elle semblait si jeune, 23 ans, c'est-à-dire qu'elle avait presque l'âge des jeunes filles, elle avait l'air aussi jeune pratiquement que les jeunes filles de classe terminale qu'elle avait devant elle, puisqu'elle était professeure de philo. Elle était, dit cette dame, très jolie, des yeux bleus magnifiques et des cheveux coupés courts. Elle parlait très bien, sans la moindre note, c'est exactement comme ça que je l'ai connue également. Et surtout, elle s'exprimait toujours avec une clarté tout à fait remarquable. Mais, dit cette ancienne élève, elle parlait d'une voix très rauque, qui n'allait pas du tout avec son apparence. Alors ça, je peux vous le confirmer, parce que c'est la première chose qui m'a frappée quand je l'ai rencontrée, c'est-à-dire que d'abord, elle avait 42 ans de plus que moi, j'avais 20 ans, c'était en 70. Elle était, pour moi, 62 ans, quand j'en avais 20, c'était une vieille dame, hein, faut pas se leurrer. Et en fait, je découvre une dame, une femme
débordante d'énergie, et qui parlait à toute allure comme une mitraillette, mais qui parlait à toute allure d'une voix rauque, et surtout, elle avait le respect, elle avait appris ça jeune, elle avait appris à demander l'avis des gens, à discuter d'égal à égal avec les gens. Ce qui fait qu'à 20 ans, elle commence à me poser des questions sur ce que je pensais pour la stratégie, pour l'avortement, etc. Et surtout, il fallait lui répondre tout de suite. Et si vous ne lui répondiez pas aussi vite, vous ne l'intéressiez plus. Eh bien, c'est cela qui va se passer également au lycée Montgrand. Au lycée Montgrand, elle ne pose pas beaucoup de questions aux élèves. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en réalité, elle se rend compte très vite que ces élèves sont là déjà en train de rêver au prince charmant et au futur mari qu'elles vont épouser, qui sont un bon parti, et que c'est ça véritablement qui les préoccupe plus que la philosophie. Alors, elle garde ses distances avec les élèves, dit l'ancienne élève de Simone de Beauvoir, mais surtout, les élèves sont un peu déçus parce qu'elle garde ses distances, elle est assez froide et elle est très exigeante, ce qu'elle sera toute sa vie. Elle est très exigeante avec elle-même, hein, ne l'oublions pas. Et donc, elle est très exigeante et, à la stupéfaction générale au lycée, elle met que des mauvaises notes. Elle met 8,5, 9 sur 20 maximum. Alors, 9 sur 20, c'était une bonne note pour Simone de Beauvoir. Bon, alors évidemment, elles étaient habituées à avoir des très bonnes notes, donc c'était quand même, elle dit, c'était un peu déstabilisant. Et puis on s'y est habitué, on savait que si on avait 9 sur 20, c'était formidable, mais qu'on aurait plus au baccalauréat, parce que de toute façon, c'était elle qui était très dure. J'ai vécu des moments identiques avec elle, donc je peux dire qu'elle n'a pas changé jusqu'à sa mort sur cette question-là. Elle était terrible, très très dure, impitoyable, ne laissant rien passer, mais ce n'était pas méchant. C'était véritablement une exigence qu'elle avait pour les autres comme pour elle-même. Alors, elles sont habituées. Alors, elle faisait des cours de littérature en plus de la philo, et donc, que leur enseigner, parce qu'elle estimait que de toute façon, ces jeunes filles ne s'intéressaient qu'à leur futur mari, et que les soirées, les fiancés, etc. La danse, enfin bon, bref. Donc, elle s'est dit, André Gide, c'est un symbole de liberté. Eh bien, elles vont entendre quand même, je vais les obliger à lire un peu d'ouvrages qui représentent la liberté. Alors, bien entendu, André Gide, à l'époque, à Marseille, c'était pas considéré quand même comme quelqu'un de très fréquentable. Donc, les parents d'élèves commencent à protester sur l'enseignement d'André Gide. Alors, du coup, Simone de Beauvoir décide qu'elles liront Le Grand Maulne. Eh bien, il y a aussi des parents à Marseille qui n'ont pas apprécié et qui donc sont venus protester. Et elle raconte que finalement, elle a eu que des protestations pendant toute l'année pour les sujets, les livres qu'elle donnait à lire, mais qu'elle n'en avait que faire parce qu'elles estimaient que de toute façon, ces jeunes filles ne feraient pas une vraie carrière littéraire ou philosophique. Et puis là-dessus, la question c'était, a-t-elle eu une élève qu'elle a préférée? Y a-t-elle eu des élèves avec lesquels elle a quand même eu une relation plus chaleureuse? Eh bien oui, il y en a une. Et le nom est donné d'ailleurs, par discrétion, je ne donnerai pas le nom de cette personne, parce que je n'ai pas demandé l'autorisation, mais pourquoi cette personne? Eh bien, l'ancienne élève de Simone de Beauvoir dit, elle avait une ressemblance troublante avec Elisabeth Mabille, Zaza. Alors Zaza, je pense que la plupart d'entre vous en avez entendu parler, mais je suis très heureuse d'en parler avec vous ce soir 2 minutes, parce que vous allez vivre un moment historique dans quelques jours. Nous allons vivre toutes un moment historique qui est lié à Elisabeth Mabille. Elisabeth Mabille, c'est donc cette jeune femme catholique d'un milieu beaucoup plus riche et beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant qu'elle, qui est son amie à l'école, au cours de Zir, et qui devient c'est véritablement fusionnel comme amitié. Simplement, malheureusement, Elisabeth Mabille tombe amoureuse de celui qui sera le philosophe Maurice Merleau-Ponty, et la famille Mabille, sous des apparences libérales, est en réalité très réactionnaire. Elle prend un détective privé et elle découvre que la mère de Maurice Merleau-Ponty a eu un amant
et qu'en réalité, Maurice Merleau-Ponty n'est pas le fils de son père, mais le fils de l'amant. Donc, pour la famille Mabille, c'est terminé. Zaza, celle que surnommait Zaza, que vous connaissez peut-être par les mémoires de John Féranger, de Simone de Beauvoir, le premier recueil de mémoires de Simone de Beauvoir, Zaza ne peut plus épouser Maurice Merleau-Ponty. Elle va faire une dépression nerveuse, elle va tomber très gravement malade. À ce moment-là, comme Simone de Beauvoir n'est plus croyante, qu'elle a déjà renoncé, déjà depuis son adolescence, elle ne croit plus en Dieu, à partir de ce moment-là, la famille Mabille interdit à Simone de Beauvoir d'approcher Zaza, qui va mourir dans des souffrances abominables et qui va dire comme dernière phrase à sa mère, « Ne pleurez pas maman, dans toute famille il y a du gâchis, il y a du déchet, le déchet c'est moi ». Et voilà donc Simone de Beauvoir qui est absolument mais déchirée, comme un amour qui meurt. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une relation. Et donc, heureusement pour Simone de Beauvoir, quand Zaza meurt, elle a déjà rencontré Sartre. Mais du coup, quand elle part à Marseille, c'est pour ça que je voulais vous en parler tout de suite, quand elle part à Marseille, elle a le poids, à la fois, elle est séparée de Sartre, mais elle n'a pas fait le deuil de la mort de Zaza. Et c'est un sujet sur lequel je vais revenir un peu plus tard parce qu'il y a des choses positives et intéressantes qui vont se révéler pour Marseille suite à ça. Alors, donc, nous sommes avec Simone de Beauvoir au lycée Montgrand, distante avec les élèves et distante avec les enseignantes du lycée qu'elle considère comme ne s'intéressant pas vraiment aux choses intellectuelles. Donc, que faire de ces journées quand elle ne travaille pas? Eh bien, elle part donc seule arpenter les chemins tous les jeudis et les dimanches, mais sans les vêtements adéquats. C'est-à-dire qu'elle voit toutes ses collègues partir avec des belles chaussures, des belles tenues, etc., faire les mêmes chemins pratiquement, elle les croise. Mais elle y va avec une jupe pas formidable et surtout en espadrille. Elle y va en espadrille et elle fait 20, 30, 40 kilomètres. Et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, d'abord, elle est éblouie par la beauté de la Provence, elle est éblouie par la côte, tout lui paraît magnifique, mais parce que la liberté, c'est sa plus grande richesse. Mais si elle arpente les garrigues, si elle arpente les chemins escarpés, et elle rencontre quand même plusieurs problèmes. Et le premier problème, qui nous concerne toutes, nous les féministes, c'est que ses collègues la préviennent, vous partez seule, eh bien, vous risquez quand même d'être agressée. Et dans ses lettres qu'elle écrit à Sartre chaque jour et à Hélène, elle, ainsi qu'à ses parents, elle écrit beaucoup à ses parents aussi, elle ne mentionne guère ses agressions. Elle minimise même l'une d'entre elles, où un camionneur essaye de la violer, où elle cogne le camionneur là où vous imaginez, et où du coup le camionneur la jette du camion dans une fosse où elle a failli mourir. Il y aura d'autres tentatives d'agression sexuelle. Elle vit dangereusement. Pourquoi? Eh bien d'abord parce qu'elle n'a pas d'argent pour prendre le bus pour revenir de ses marches à pied. Quand elle fait 20 épuisée, je suis mise en sourdine par l'animateur, me dit-on. Ça va? Marche. On vous entend. C'est bon? On vous entend. On vous entend. Vous m'entendez? Oui. Bon. Donc, elle va vivre. Donc, en fait, elle ne le dit pas parce qu'elle ne veut pas choquer sa famille et puis elle ne veut pas culpabiliser Hélène. Elle n'a pas les moyens de prendre le bus. Donc, elle fait de l'autostop. Et à plusieurs reprises, elle a manqué d'être violée. Alors, ça, c'est un problème, donc elle ne veut pas effrayer ses parents. Elle ne veut pas les effrayer, elle ne veut pas effrayer sa sœur, elle le reconnaît. Mais enfin, quand elle rentre à Paris pour Noël, eh bien, elle l'avoue à Sartre. À Sartre, elle lui dit tout. Et Sartre est très inquiet, parce qu'il lui dit, enfin, Castor, je veux dire, c'est un miracle que vous n'ayez pas été tué, étranglé ou violé, parce qu'elle y est passée vraiment de près à plusieurs reprises. Et sa sœur, Hélène de Beauvoir, me le confirmera plus tard. Alors, elle rentre, il se passe deux choses à Noël.
c'est que d'une part, Sartre va lui faire promettre d'aller moins loin dans les promenades, dans la beauté de la nature de la région. Et donc, elle va plutôt se promener dans la ville de Marseille, où elle ne va pas hésiter à aller dans les bars louches. Ça l'amuse beaucoup. Il faut vous dire que pour la liberté, la première manifestation de liberté de Simone de Beauvoir et de sa sœur Hélène, c'était de faire des scènes dans les bars de Montparnasse pour que des hommes les approchent et leur offrent des verres, parce qu'elles n'avaient pas les moyens de les payer. Alors évidemment, c'était un peu risqué, mais c'était, n'oublions pas, c'était les années 28-29, 1928-29. Elles n'avaient pas un centime, mais c'est comme ça qu'elles arrivaient à avoir un café crème dans un café. Et donc là, elle va de nouveau dans les bars louches. Et puis quand même, Sartre est très inquiet, avec raison. Et donc progressivement, elle va changer de bar et aller plutôt dans des cafés moins louches, parce qu'elle sent qu'au lycée Montgrand, on commence à murmurer qu'elle fréquente des lieux qui ne sont pas forcément ceux qu'une jeune femme doit fréquenter. Mais en réalité, il faut bien remettre ça dans le contexte. Elle a eu une vie extrêmement étriquée pendant 20 ans, et c'est pour elle, les cafés, c'est la liberté. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que eh bien, c'est l'écriture. Son rêve, son objectif, c'est d'écrire. Vous comprenez qu'elle ne sera pas publiée avant 1943 et que nous sommes en 1931. Il va falloir attendre 12 ans. Mais aussi, il faut écrire. Qu'est-ce que l'on peut écrire? Car c'est gentil quand vous commencez à écrire, mais il faut avoir un sujet qui vous transporte, qui vous permette de travailler dur et que vous ne voyez pas les heures passer. Eh bien, elle pense immédiatement à écrire un roman sur Zaza, sur précisément son amitié avec Elisabeth Mabille, raconter l'histoire de cette jeune femme jusqu'à sa mort pour, d'une certaine manière, l'exorciser, ce travail, pour l'exorciser, ce deuil qui est si douloureux et dont elle m'a parlé jusqu'à sa mort. Je tiens à vous dire qu'elle ne s'est jamais remise, elle le dit d'ailleurs, elle me l'a dit, je ne me suis jamais remise de la mort de Zaza. Donc c'est pour vous dire, dans ce contexte, elle commence à écrire, mais elle n'est pas contente, elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle écrit, et elle écrit aussi d'autres nouvelles. Mais ce qui est extraordinaire, eh bien, c'est que dans la cave de Simone de Beauvoir, la fille adoptive de Simone de Beauvoir, Sylvie Lebon de Beauvoir, que j'ai bien connue pendant des années, Sylvie Lebon de Beauvoir a retrouvé un manuscrit de Simone de Beauvoir qu'elle a en réalité écrit dans les années 55 sur Elisabeth Mabille, sur son amitié avec Zaza. Et c'est un livre, un roman, et ce roman sort en début du mois prochain, pour la première fois. C'est un nouveau manuscrit, c'est un nouveau texte de Simone de Beauvoir qui n'est peut-être pas fini, peut-être pas achevé, et qui s'appelle, et que Sylvie Lebon de Beauvoir a appelé « Les inséparables », parce que c'est un mot, les inséparables, qu'elle a vu beaucoup dans ce manuscrit. Donc je voulais vous dire que c'est véritablement à Marseille qu'elle a commencé à penser à ce roman, à cette écriture, et que donc elle vous doit aussi, elle doit à Marseille, le fait, en arpentant les chemins, elle pensait à l'écriture, d'autant plus que quand elle se rend à Noël, quand elle vient à Paris à Noël, qu'elle voit Sartre, Sartre a écrit des tonnes de carnets. Et elle a écrit des tonnes de carnets, et elle n'a pratiquement rien à lui donner de papier, à lui montrer, parce qu'ils se montrent mutuellement tout ce qu'ils écrivent. C'est un lien véritablement charnel entre eux qui sera toute leur vie, c'est le lien de l'écriture. C'est-à-dire, Sartre ne publie rien sans que Simone de Beauvoir ait tout relu. Et moi, je me souviens à la fin de la vie de Sartre, Sartre est mort en 1980, est décédé en 1980, en avril 1980. En 1978 et 79, Sartre, par moments, n'avait plus sa lucidité, était très mal en point, il était presque aveugle, enfin, c'était extrêmement douloureux. Il a eu des dernières années très, très tristes. Eh bien, une fois, il a donné 50 pages à Simone de Beauvoir, et cela va peut-être vous choquer, mais c'était un lien de confiance. Elle lui a dit, Sartre, ces 50 pages ne valent rien. Et elle les a déchirées devant lui. Et il lui a dit, Castor, il a bougonné, parce que c'était comme ça, quand ils n'étaient pas d'accord, il bougonnait.
mais en fait, il s'aimait. Hein. Et Sartre lui a dit, Castor, je vous hais. Et elle lui a répondu, vous pouvez me haïr ce soir, mais demain matin, vous allez réécrire de telle et telle manière, et là, ce sera un beau Sartre. Et Sartre, après avoir bougonné, le lendemain matin, se mettait à sa table de travail et écrivait un beau Sartre. Donc, tout cela pour vous dire que quand elle arrive à Noël, qu'elle vient de Marseille et qu'elle n'a pas de feuilles à lui montrer pratiquement, elle est véritablement... enfin, elle a peur de le perdre. Elle se rend compte que son rêve, c'est d'être écrivain et écrivaine, et qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'a pas encore véritablement construit le roman sur Zaza qu'elle veut faire, ou d'autres livres. Elle se sent perdue. Or, elle sait que c'est ce lien qui la tient à Sartre, qui les tient tous les deux. Donc, Sartre lui dit, très encourageant, parce que Sartre était toujours très positif pour elle, il la soutenait moralement, comme elle le soutenait moralement. Et Sartre lui dit, Castor, maintenant vous allez travailler et écrire tous les jours. Et vous allez vous y mettre, même si vous ne savez pas encore ce que vous allez écrire, obligez-vous, et pas seulement les lettres que vous nous écrivez. Et donc, elle va repartir à partir de janvier pour le deuxième semestre à Marseille, avec comme objectif faire un peu moins de promenades, ou en tout cas pas seule, et commencer véritablement à écrire ce qu'elle va faire, et les promenades qu'elle fait, elle est complètement plongée dans l'écriture, tout en admirant la beauté. Alors, il lui arrive un autre événement, il lui arrive que sa sœur vient deux fois la voir. C'est Sartre qui va payer le billet de train, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous et que la pauvre Hélène n'a pas les moyens. Elle arrive, et là, elle part dans des promenades en espadrille avec Simone, et elle m'a raconté qu'une des nombreuses fois, eh bien, de la neige est tombée. C'était pas prévu, c'était opaque, la neige est tombée, et malgré cela, Simone a dit, bah, c'est pas ça qui va nous arrêter, et donc, les espadrilles étaient trempées, Hélène de Beauvoir va rentrer, le lendemain, bronchite aiguë, et Simone lui dit, oui, bah d'accord, tu as une bronchite, mais enfin, jeudi, moi, je retourne marcher, tu resteras toute seule, comme une grande, avec ta bronchite. Et c'est ainsi, m'a dit Hélène, qu'elle m'a laissée, je ne pouvais absolument plus rien faire, mais quand elle avait déterminé qu'elle faisait de la marche à pied tous les jeudis et tous les dimanches, ce n'était pas possible de l'en changer. L'autre chose qui est arrivée aussi pendant ce séjour, c'est que la famille Beauvoir, quand même à Paris, elle est quand même flattée que Simone a été reçue à l'agrégation de philosophie. C'est quand même quelque chose pour elle qui est quand même impressionnant. Une jeune femme, une des premières, enfin bon. Et donc, le père et la mère de Simone se disent, eh bien maintenant qu'elle est séparée de Sartre de loin, peut-être qu'elle va se débarrasser de ce petit normalien, s'il est buveur, qui nous manque de respect. Peut-être qu'enfin, elle va se tourner vers un homme qui sera plus raisonnable pour elle. Et du coup, voilà le père et la mère de Simone de Beauvoir, Georges et Françoise de Beauvoir, qui débarquent à Marseille. Alors, Simone n'est pas très heureuse de les voir, mais le problème, ça va être épouvantable. Ça va être épouvantable parce qu'ils vont découvrir d'abord que Simone, ils vont comprendre que Simone est toujours attachée à Sartre, que ça n'a strictement rien changé, au contraire. Et deuxièmement, Georges de Beauvoir veut faire grand seigneur. Il veut jouer au grand seigneur, au chef de famille. Et donc, il a réservé des tables dans les plus grands restaurants de Marseille, alors qu'ils n'ont pas un sou. Et donc, Simone, elle est habituée à manger des petites choses, des choses simples. Elle est habituée à faire très attention à son budget, pour des raisons évidentes. Et donc, elle a honte de se retrouver dans ces grands restaurants dont elle n'a rien à faire, qui, en plus de ça, grèvent le budget de sa mère de manière dramatique pendant 2-3 mois. Et alors ça se passe, et elle et Simone et Georges de Beauvoir se parlent, enfin ça se passe tellement mal qu'ils s'en vont et qu'ils rentrent à Paris. Donc tout ça n'a rien arrangé. Alors Sartre, lui, de son côté, si Simone de Beauvoir vient à Paris pendant les vacances scolaires, Sartre est toujours au Havre, il passe tous ses week-ends à Paris et il les passe avec la sœur de Simone de Beauvoir, Hélène de Beauvoir, qui, parce que il a toujours rêvé d'avoir une petite sœur. On oublie de le dire, mais Sartre a toujours rêvé d'avoir une sœur. Et il est fils unique. Il était fils unique. Et donc,
Hélène, 2 ans de moins, qui peut lui raconter plein d'anecdotes sur Simone, dont il est amoureux, eh bien, avec Hélène, ils sortent tous les week-ends, sans aucune ambiguïté. Je veux dire, il n'est pas en train de lui faire de la cour, mais il l'appelle Poupette et il l'appelle aussi ma bonne sœur, parce que Simone appelait Hélène, elle l'appelait Poupette jeune, et puis après elle l'appelait ma bonne sœur. Ce qui fait que quand j'étais chez Hélène de Beauvoir et que je prenais le téléphone, si Hélène était dans son atelier de peintre, j'entendais au téléphone la voix de Simone et qui disait « Allô ma bonne sœur, comment vas-tu ?» Et je lui disais « Je ne suis pas la bonne sœur, je suis Claudine, bonjour Simone. » Et donc c'était pour vous dire que c'était la bonne sœur. Mais c'était Poupette aussi. Enfin, tout cela pour vous dire que du coup, Sartre se rend à Marseille. Il fait quand même, c'est 12 heures de train. Et 12 heures de train, puis il faut qu'il soit de nouveau professeur au Havre, qu'il ne rate pas ses cours, et il ne rate pas ses cours. Et là, il y a quand même une grande différence entre Sartre et Simone, c'est que Sartre déteste la chlorophylle. Donc, ils vont aller, alors là, vraiment, ils vont s'éclater dans les bars, dans le port. Sartre veut voir tous les matelots, veut voir tous les types louches, et c'est quand même l'époque, disons-le, enfin, vous savez ça mieux que moi, c'est l'époque du Marseille, du grand banditisme, des caïds, de la création de la pègre. C'est les années 30 qui sont très célèbres sur Marseille, donc comme elles sont célèbres pour Chicago. Donc, véritablement, Sartre est totalement fasciné. Il veut absolument voir ceux qui ont l'air de pirates, de voyous, de gangsters. Ça l'amuse énormément, en prévision d'écrire sur eux, bien sûr. Voilà. Donc on en est là. On en est là. Et donc, il y a quand même une chose qui marque énormément Simone de Beauvoir. Si vous voulez bien m'accorder encore 5-10 minutes, ça va, parce que j'ai quand même... Ça va, je sais que je suis bavarde et j'ai encore des choses à dire. Ça va aller? Ça va? Bon. Ben, vous me dites franchement, hein, je répondrai aux questions. Hein. Mais c'est simplement aussi que ce qui va marquer sa vie, et j'ai pu en faire, j'ai pu le partager. N'oublions pas que moi j'arrive 40 ans plus tard. Je veux dire, je me permets de le dire quand même dans l'histoire. Mais donc la jeune femme que je suis de 20 ans, ce que Marseille a apporté et la Provence, c'est la notion de couleur. C'est l'explosion de couleurs. Elle vient d'un milieu très, très bourgeois aristocrate, avec des couleurs sombres, des teintures sombres, des meubles lourds et tout. Et là, elle est éblouie par les couleurs de Provence et de Marseille, et les couleurs des habillements, les couleurs dans les cafés, dans les boutiques, etc. Et ça, ces couleurs, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et la première fois que je suis arrivée, à l'âge de 20 ans, en 70, dans le studio de peintre, parce qu'elle elle avait acheté un grand studio de peintre, quand elle a le prix Goncourt en 1954, elle va enfin quitter les hôtels miteux, parce qu'ils n'étaient pas terribles, franchement, ils n'étaient pas extraordinaires, et elle va s'installer dans un studio de peintre près du cimetière Montparnasse, avec des grandes baies vitrées. Et là, la première fois que j'arrive et qu'elle m'ouvre la porte, ce qui m'éblouit, ce sont les couleurs dans son studio. Alors, son studio de peintre, c'est d'abord des... Excusez-moi, parce que j'avais préparé une photo, je ne la retrouve pas, bien entendu, pardonnez-moi. C'est d'abord les couleurs jaunes, elle a 2 canapés jaunes dans le studio d'en bas, mais surtout, il y a une tenture mexicaine qu'elle a rapportée des pays d'Amérique latine avec Nelson Algren, qui cache l'objet le plus important de son appartement, qui est le frigidaire, où il y a le whisky, la vodka, le saumon fumé, parce qu'elle était incapable de faire de la cuisine. Et donc, c'était véritablement les éléments de sauvetage urgents. Mais surtout, quand je suis arrivée la première fois, il y avait Gisèle Halimi, il y avait Monique Wittig, enfin, on était quoi, 7-8, hein, pas plus. Hein, on n'était jamais très nombreuses chez Simone de Beauvoir, tous les dimanches à 17h, pour préparer toutes les actions. C'était surtout que déjà, elle me regardait avec ses yeux bleus, myosotis, absolument magnifiques. Vous aviez l'impression qu'elle vous transperçait du regard et qu'elle savait tout sur vous. Et ensuite, c'était quand je me suis assise, qu'on se retrouvait encerclés par d'autres regards.
elle avait installé le long des immenses fenêtres. Vous imaginez, c'est des fenêtres de 4 mètres de haut, parce que c'est des fenêtres de studio de peintre. Elle avait installé une immense étagère tout au long du studio, en longueur, où il y avait des poupées qu'elle avait rapportées du monde entier. Et ces premières poupées, c'est de Marseille et c'est de la Provence. Et ces poupées étaient extraordinaires pour la raison suivante. C'est que c'était que des femmes, et qui n'étaient pas du tout des femmes soumises en train de tricoter, etc. C'était des femmes debout et qui vous fixaient avec leurs yeux de la même manière que Simone de Beauvoir vous fixait quand elle vous regardait. Donc, on avait l'impression d'être absolument encerclé par une armée de femmes très dynamiques, très volontaires. Et ça, c'était extraordinaire. Et ma grande tristesse, c'est qu'on ne parle plus de ces poupées, on n'en parle jamais. Mais moi, j'avais 20 ans. Ça m'avait frappé parce que déjà, j'étais contre, je veux dire, par principe, j'étais contre les poupées pour des raisons de ce que ça représentait de l'image des femmes. Mais là, c'était des poupées mais qui en voulaient, qui se défendaient et qui étaient du monde entier. Eh bien, sa collection de poupées, sa sœur me l'a confirmé, parce que je n'ai pas osé en parler à Simone, sa sœur m'a confirmé, elle l'a commencé à Marseille jusqu'à sa mort. Voilà, donc je voulais quand même vous dire là-dessus. Alors, la nature et la ville, je voudrais vous parler 5 minutes encore de la nature et la ville parce que c'est lié à son éducation. Sa mère les a tellement opprimés qu'elle leur a interdit d'avoir une bicyclette. Donc Georges de Beauvoir était prêt en province pendant les vacances d'été, il était prêt à leur offrir une bicyclette à chacune. Elles ont supplié, Françoise de Beauvoir n'a jamais voulu. Et donc véritablement, elles n'ont pas eu de bicyclette. Ce qui fait que la marche, c'est le premier symbole de la liberté, de la découverte au monde, parce que Simone de Beauvoir écrira dans ses mémoires qu'elle a rêvé de connaître tous les bosquets de France, qu'elle a rêvé de voir tous les endroits dans le monde. Elle l'écrit dans ses mémoires, dans La force des choses. Bon, alors donc, pas de bicyclette. De la même manière, et ça c'est important quand même pour les personnes qui habitent Marseille, j'imagine, et qui habitent la Provence, elle ne sait pas nager. Elle ne sait pas nager, elle a eu 1 ou 2 expériences, et ces expériences se sont très mal passées. Elle a failli mourir quand elle était jeune, elle a failli mourir, elle a failli se noyer, il y avait du monde autour d'elle, elle n'était pas seule, mais néanmoins elle l'a ressenti comme ayant failli se noyer. Et donc, quand elle est à Marseille, en Provence, qu'elle se promène, elle est plus intéressée par la terre. Elle est plus une femme de la terre. Ce n'est que plus tard, dans d'autres, je dirais, dans d'autres étapes de sa libération, qu'il va y avoir la bicyclette et la natation. Mais véritablement pour elle, et en plus de ça, plus tard, elle pense à des gens qui se suicident dans l'eau, et elle est quand même aussi, plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, très marquée par la mort de Virginia Woolf, qui s'est suicidée dans l'eau. Donc ne l'oublions pas, donc je voulais vous le dire quand même, que c'était pas simple, et que autant Hélène avait envie de découvrir cela, eh bien il va falloir attendre la Deuxième Guerre mondiale, la libération, le fait d'être publiée, pour aborder ces différents éléments. C'est-à-dire qu'elle s'est construite progressivement, mais véritablement, je vais vous lire, si vous le permettez. Alors, est-ce que j'ai encore 5 minutes ou pas? Oui, Daniela? Oui? 10? 5? Ouais, Dites-moi franchement, parce que j'ai pas mal de choses. Comme vous voulez. vous voulez... Je voudrais simplement vous lire quand même un passage. Alors, j'eus le coup de foudre. Je grimpais sur toutes les rocailles. Je rôdais dans toutes les ruelles. Je respirais le goudron et les oursins du vieux port. Je me mêlais aux foules de la Canebière. Je m'assis dans des allées, dans des jardins sur des cours paisibles, où la provinciale odeur des feuilles mortes étouffait celle du vent marin. J'aimais les tramways brimballants où s'accrochaient des grappes humaines et les noms inscrits à leur front. La Madrague, Mazargues, les Chartreux, le Rouquat blanc. Jeudi matin, je pris un des autobus Mattei dont le terminus se trouvait tout près de chez moi. De Cassis à La Ciotat, je suivis à pied des falaises cuivrées, etc., etc., etc. Éblouissement devant la lumière, devant la beauté de la nature.
Donc, ça a été véritablement la première fois. Elle avait connu le Limousin, mais là, c'est véritablement la première fois. Alors, elle va revenir. Elle va revenir à Marseille. Elle va revenir à Marseille, en Provence, en 1937, quand elle tombe malade. Il y a des problèmes de relations amoureuses avec elle, Sartre et Olga Kazakevitch. Elle va revenir. Mais surtout, c'est aussi à Marseille qu'elle va vivre son baptême de l'air. En 1946, elle vient jusqu'à Marseille pour prendre le premier avion pour Tunis. Et là, c'est pour elle qui est passée de la marche, puis dans la Deuxième Guerre mondiale à la bicyclette, qui n'en est pas encore à la voiture, et qui, voilà, se retrouve dans l'avion. Et cet avion, ce sera à partir de Marseille. Donc, pour l'eau, je vous l'ai dit. Et donc, elle va ensuite, il va y avoir une autre partie de sa vie qui va être liée à Marseille et à la Provence. D'abord, elle va faire pas mal de voyages, mais il va y avoir la vieillesse et le manifeste des 343. Eh bien, la vieillesse, c'est que Sartre, donc comme je vous l'ai dit, à partir des années 70, Sartre commence à avoir des petites attaques cérébrales. Il commence à avoir des petits AVC. Il perd parfois la capacité de parler, qu'il retrouve après. Mais enfin, il a des moments d'immense fatigue et donc les médecins leur disent qu'il faut qu'ils aillent se reposer. C'est ainsi, parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est ainsi que nous nous sommes battus avec Simone de Beauvoir, nous avons, vous savez, arpenté avec les journalistes pour pouvoir faire signer et faire publier le manifeste des 343 en 1971. Nous avons finalement obtenu de Jean Daniel, qui était le directeur du Monde à l'époque, enfin le directeur du Nouvel Observateur, pardon, à l'époque, ça n'a pas été sans mal, nous avons obtenu que le manifeste des 343 soit publié. Et en fait, la date était importante quand même. Bon. Eh bien, les journaux, quand même, le Nouvel Obs étaient quand même inquiets de cette publication. Et donc, il a été publié que le premier jour des vacances scolaires de Pâques. Et donc, nous étions les uns et les autres partis, les unes et les autres, partis en fait de Paris quand le scandale a éclaté. Et là, Simone de Beauvoir avait emmené, depuis la veille, Jean-Paul Sartre en Provence. Ils étaient très exactement à Saint-Paul-de-Vence, où ils ont passé les 15 jours à essayer de remettre d'aplomb Sartre, alors qu'éclatait le scandale du manifeste des 343, qui a été un scandale absolument énorme. C'est pour vous dire que, et elle dit toujours dans ses mémoires, le plaisir, l'émotion qu'elle a eue à retourner à Marseille et en Provence. Elle parlera de la Provence et de Marseille, à la fois dans l'invité, dans les mandarins, mais je n'ai pas eu le temps de vous en dire plus, et elle est véritablement heureuse de cela. Alors, c'est quelque chose, ce que je voulais vous dire, c'était que c'est en fait son premier voyage, elle va avoir un lien avec la nature absolument charnel, dans les couleurs, et je pense que ce séjour à Marseille et en Provence a joué un rôle très important dans son vocabulaire et dans son écriture. C'est-à-dire que véritablement, on dit toujours, et le premier à l'avoir attaqué, critiqué et démoli, c'est Bernard Pivot. Bernard Pivot l'a systématiquement démoli dans un certain nombre d'interventions télévisées, en la traitant de fade, de cancanière, de concierge. Enfin, véritablement, tout y est passé. Mais en réalité, quand vous regardez le vocabulaire des livres de Simone de Beauvoir, il y a toujours des multiples couleurs, des multiples parfums. Il y a une osmose entre la nature et l'être humain, ou bien le personnage, ou la personnage romanesque. Et c'est véritablement ça, ça vient de son année à Marseille. Donc, véritablement, son écriture doit beaucoup à son séjour à Marseille et en Provence. Et je vais passer aux questions parce que sinon j'ai encore des choses et on y est jusqu'à demain matin, donc je vais m'arrêter. On va essayer de finir ce soir quand même. Je vous remercie de votre patience à toutes et à tous.
Merci infiniment, Ah, c'était passionnant. Merci beaucoup, Oui, je ne Claudine. vais pas vous présenter mes livres, si vous permettez, ah Daniela. oui, Bien sûr, allez-y. Alors, j'ai publié 9 livres qui sont traduits en... Merci, merci, c'est gentil de me dire ça. J'ai publié 9 livres qui sont traduits en plusieurs langues, dont Les Sœurs Beauvoir, car j'ai été liée aux deux sœurs. C'est-à-dire, j'ai d'abord connu Simone, puis Simone m'a présenté à Hélène de Beauvoir, et elles ont été comme des grandes tantes pour moi. Je ne prétends pas avoir été de leur famille du tout. Je connais les limites, mais sur le plan affectif, je n'ai pas connu mes grands-parents. Et donc, elles ont joué un rôle de grand-mère symbolique euh, qui ont compté énormément dans ma vie et qui m'ont littéralement formée, structurée, apportée, soutenue, avec générosité et gentillesse, parce que véritablement, sous une apparence froide, Simone de Beauvoir était très généreuse et elle avait beaucoup d'affection pour les jeunes. Et ça, c'était formidable. Elle nous a fait confiance. Je dirais, elle avait de l'affection et de la patience. Parce que moi, j'avais 20 ans, j'étais une pile Volta. Et je veux dire, je suis apathique à côté de ce que j'étais quand j'avais 20 ans. Donc, Marie-Paul peut imaginer, qui me connaît bien. Donc, Marie-Paul, tu vois ce que ça pouvait donner à l'âge de 20 ans. Et quand je bondissais dans son après, fauteuil chez elle, elle ne pouvait pas s'empêcher de rire. Elle regardait la gamine. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, Les Sœurs Beauvoir, c'est un de mes livres auxquels je tiens le plus sur le plan émotionnel, car c'est toute mon histoire, c'est leur histoire depuis leur enfance, et c'est une histoire d'amour filial et sans ambiguïté, enfin, je veux dire d'affection, entre elles deux et moi-même, et je les ai accompagnées jusqu'à leur mort, et elles me manquent tous les jours. Ça, c'est si vous voulez vous amuser un jour. Alors ça, pour oser le féminisme, je vous dis, je me permets de vous le dire, c'est quand même, c'est du oser le féminisme. Ça, c'est au jour le jour, les 400 coups que nous avons fait avec Simone de Beauvoir pour les manifs, pour organiser les manifestes, etc. Et je l'ai écrit du point de vue d'une gamine, enfin, d'une jeune femme de 20 ans. Donc, vraiment, je me suis amusée moi-même à écrire sur cette jeune femme qui était moi-même, mais avec humour, si vous voulez, en montrant mes gaffes, parce que de temps en temps, je dis quelque chose à Simone de Beauvoir qu'il ne faut pas dire, et donc je raconte ça parce que je suis jeune, quoi. Je suis très jeune et que je suis très spontanée à l'époque. Ça, c'est une biographie croisée qui est également dans une dizaine de langues, qui s'appelle Les Amants de la Liberté, Sartre et Beauvoir dans le siècle, et où je raconte leur histoire, mais de manière grand public. Hein. C'est vraiment, c'est pas une thèse. J'ai publié une thèse, ça c'est autre chose. J'ai publié aussi 2 autres livres. Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui. Figurez-vous que ça fait 10 ans que je l'ai publié. Ce sont des lettres à Simone de Beauvoir quand j'ai eu l'âge qu'elle avait, quand je l'ai rencontrée. Et en fait, c'est beaucoup de portraits de femmes qui ont réalisé des choses. Et c'est un livre qui est finalement actuel. Mais enfin bon. Et ça, malheureusement, on ne le trouve plus que sur... C'est un livre que j'ai beaucoup aimé écrire. Je le dis parce que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. C'était une jeune éditrice absolument formidable qui faisait 50 histoires, vous voyez. C'était 50, c'est-à-dire il fallait que j'écrive une page par histoire de ce qui s'est passé. Voilà, donc je faisais une page, je racontais ces 50 choses pour comprendre Simone de Beauvoir. Et je dois dire que cette jeune éditrice, malheureusement, la maison d'édition a fait faillite. Regardez comme celle-là est belle. Cette jeune femme a fait un travail de recherche de photos absolument magnifique. Donc, c'est un livre très sympathique, très vivant, qui est très difficile à trouver, mais je voulais quand même vous le montrer. Je voudrais vous montrer quand même une ou deux photos, hein, Daniela, si vous le permettez. Bien sûr. Ça, c'est une photo, c'est 2 mois avant la mort de Simone de Beauvoir. C'est au ministère des Droits des Femmes. C'est Simone qui a déjà maigri du visage. Elle a beaucoup maigri du visage parce que d'habitude, elle avait un visage assez rond, enfin assez rond, assez ovale, très beau, très... Ça, c'est Hélène. Et là, vous avez Yvette Roudy, qui était la ministre de François Mitterrand, qui a fait beaucoup pour les droits des femmes en France, comme nous le savons. Je me souviens vraiment des luttes d'Yvette Roudy. Et je dois vous dire qu'Yvette Roudy dit toujours qu'elle doit beaucoup à Simone de Beauvoir, parce qu'Yvette Roudy a été très attaquée par certaines femmes qui se prétendent féministes, mais qui ne le sont pas forcément. Je fais allusion à quelqu'un qui a publié un article récemment, vous voyez, et qui a tout fait pour que Yvette Roudy perde son poste de ministre déléguée. Elle l'a perdu,
et Simone de Beauvoir a immédiatement demandé un rendez-vous avec François Mitterrand. Et Mitterrand n'a pas osé lui refuser le rendez-vous. Et là, elle lui a dit, vous allez reprendre Yvette Roudy, parce que, etc., etc. Alors Mitterrand, vous imaginez, ne l'a pas fait tout de suite, bien évidemment, quand même, c'était quand même lui le président de la République et un homme en plus de ça. Bon, il avait vraiment... Bon. Donc il a pris son temps, mais il a fait quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'il a nommé Yvette Roudy ministre plein et non plus ministre délégué. Enfin, elle a eu une promotion, et si je vous le raconte, c'est parce que c'est Yvette Roudy qui le raconte. Elle le dit toujours. Et elles ont travaillé ensemble pour changer des lois, elles ont beaucoup œuvré ensemble. Alors, je vous montre une autre photo de Simone et d'Hélène, si vous me permettez encore de... Non, je vais vous montrer, il y a celle-là, mais je voudrais vous montrer une photo de féministes américaines. Ça, c'est Simone et Hélène dans les années 1960. Voilà, donc en 1960, Simone de Beauvoir a publié Le deuxième sexe en 1949, 1954, Les mandarins, prix Goncourt, elle est très célèbre, et donc c'est l'inauguration d'une exposition. Mais je voudrais montrer cette photo qui m'est très chère et qui, pour vous, Oser le féminisme, ça représente quelque chose, je l'espère. Voilà. Hélène de Beauvoir, elle a fait d'abord plein de tableaux sur mai 68, sur les jeunes sur les barricades, contre mai 68. La série, elle a appelé cette série Le joli mois de mai. C'est une série qui maintenant est considérée comme historique sur mai 68, qui est très réussie. Elle n'a pas fait que cela. Quand elle nous a rencontrés, donc quand Simone m'a présenté à Hélène en 1975, parce que Simone de Beauvoir a mis son temps pour nous présenter, Hélène voulait rejoindre le MLF, mais Simone voulait être la seule Beauvoir au MLF. Donc elle a pris son temps. Elle était la grande sœur. Et donc la grande sœur, la petite sœur, elle est gentille, mais elle attendra. Hein, bon. Donc en 1975, je rencontre enfin Hélène en Alsace, et Hélène de Beauvoir va commencer à faire toute une série de tableaux féministes. Elle va faire aussi, je tiens à vous le dire aussi, compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment, elle a réalisé de nombreux tableaux de défense de l'environnement. Et Marie-Paul, il faut que je te le montre, j'ai une photo d'un tableau sur des migrants qu'elle a fait dans les années 70 sur une famille migrante qui arrive et qui est un tableau très très émouvant. J'ai failli l'acheter, mais il était plus grand que mon appartement. Donc, il était vraiment un tableau très grand. Et c'est pour dire que je n'avais pas la place pour le mettre, mais c'est pour vous dire, elle sait, c'est une artiste peintre qui véritablement s'est plongée dans les questions de société. Alors, pourquoi je vous le montre? C'est parce qu'il y a eu un procès où Hélène de Beauvoir a témoigné à Strasbourg pour défendre une jeune femme accusée d'infanticide parce qu'on avait retrouvé son bébé dans la poubelle. Hélène a témoigné, il y a eu d'autres témoignages, ça a été un procès très très marqué et elle a été innocentée. Elle n'a pas été condamnée et c'est passé à deux doigts. Et du coup, Hélène, très bouleversée, a réalisé ce tableau notamment où vous voyez que c'est 4 hommes qui jugent une femme nue, sans défense, c'est-à-dire tout le symbole de ce que nous avions vécu aussi à Bobigny quand nous avons organisé le procès de Bobigny avec Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir notamment. Et là, cette femme, c'est Carol Downer, D-O-W-N-E-R, une des plus grandes féministes américaines que le magazine Life a considérée comme une des 100 femmes les plus importantes de l'histoire des États-Unis. C'est une femme d'un milieu très pauvre qui a perdu son premier mari faute de soins parce qu'il n'avait pas les moyens de payer les médicaments, d'acheter les médicaments à l'hôpital, mais qu'il n'avait pas moyen. Elle vient d'une famille pauvre de l'Oklahoma. Elle s'est retrouvée veuve, sans un sou, sans rien, avec 3 enfants. Elle a migré, elle est partie à Los Angeles. Elle a refait sa vie avec un migrant mexicain-américain. Ils ont 3 autres enfants. Et c'est simplement en réfléchissant aux conditions de vie qu'elle a décidé, avec d'autres femmes, nous sommes en 1971, elle décide de monter des cliniques pour que les femmes puissent avoir accès pour une somme quasiment dérisoire à des soins de santé. Et elle va en faire à travers tous les États-Unis et elle va être extraordinaire, menacée de mort. Les cliniques, je vais aller chaque été
travailler dans ces cliniques, enfin, je vais aller chaque été dans ces cliniques pendant plusieurs années. Simone de Beauvoir va la soutenir moralement. Hélène de Beauvoir va la recevoir chez elle. Elle va rester 15 jours avec moi chez Hélène. Nous allons faire des travaux ensemble, des travaux féministes. Et je peux vous dire que c'est une grande dame du mouvement féministe qui n'avait pas un sou et qui, sans un sou, sans éducation, a monté les cliniques féministes de femmes aux États-Unis. Voilà. Donc je voulais absolument vous montrer cela pour vous dire que véritablement, il y a des choses dont on ne parle pas, mais qui sont… Voilà. Alors, pardonnez-moi, Daniela, j'ai encore pris du temps. Et donc, du coup, je suis en retard pour les questions. Et merci de votre patience à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette intervention passionnante et qui nous apporte vraiment un éclairage très personnalisé. Merci à Capucine pour son mot très gentil. Oui, il y a énormément de messages dans le chat de remerciements. Je ne sais pas parce que j'ai rien regardé. Alors, je vous ai envoyé sur WhatsApp, sur votre WhatsApp, la liste des questions. Si vous voulez. Merci à Mélanie, merci pour son bon, Mélanie, très gentil. Voilà, merci à Laurence aussi, à Niam, voilà, merci. Je vous ai envoyé sur votre WhatsApp la liste des questions. Si vous voulez regarder votre WhatsApp. Vous m'avez envoyé la liste des questions. Je regarde tout de suite. Je regarde tout de suite. Très bien. Pendant que vous regardez, justement, pour nous, c'est important, effectivement, d'inviter Claudine Monteil. Est-ce que Beauvoir aurait pu avoir cette pensée féministe sans Sartre? Alors, non, enfin, oui, bien sûr, parce que la prise de conscience, elle s'est faite, bon, vous savez comment elle a eu cette prise de conscience féministe? Elle l'a eue parce que Sartre, elle était en train encore d'écrire un roman. On est en 46, 47. Elle est encore en train d'écrire un roman et Sartre lui dit, mais écoutez Castor, vos personnages féminins sont beaucoup moins intéressants que la vie que vous avez, que ce que vous accomplissez en tant que femme. Alors, pourquoi n'écririez-vous pas plutôt vos mémoires pour raconter comment vous vous êtes forgé, comment vous avez pris conscience de certaines choses, qui vous êtes, comment vous êtes devenu la personne que vous êtes. On est en 47, 46. Donc Simone de Beauvoir commence les premières lignes des mémoires d'une jeune fille rangée, de ce qui sera les mémoires d'une jeune fille rangée. Et en écrivant, au début, et là la prise de conscience, elle est seule, c'est elle-même toute seule, elle se dit, mais bon sang, mais je n'ai pas eu la même enfance que Sartre, je n'ai pas eu les mêmes opportunités que Sartre. Et c'est là où elle dit à Sartre, à un repas, n'oubliez pas que le lien de l'écriture est fusionnel entre deux, et là, Simone dit à Sartre, mais écoutez, Sartre, je n'ai pas eu la même enfance que vous. J'ai envie d'écrire, maintenant, j'ai envie de poser ça de côté et d'écrire un petit livre sur les femmes. Et c'est l'époque où elle a sa liaison avec l'écrivain américain Nelson Algren, et elle lui écrit dans toutes les lettres, en ce moment, je suis en train d'écrire un petit livre sur les femmes. Vous savez, un petit livre, comme vous diriez, je vais à une petite soirée, enfin, c'est sympa, oui, on connaît la suite. Bon. Mais c'est donc pour vous dire que la prise de conscience, c'est d'abord elle qui l'a eu. Mais Sartre lui a rendu un très grand service en lui disant ce qu'il lui a dit. De la même manière que Simone de Beauvoir a rendu 1000 services, parce que je peux vous dire que Sartre ne relisait pas vraiment les manuscrits de Simone de Beauvoir, tandis que Simone de Beauvoir relisait chaque ligne, chaque virgule et chaque point. Parce que moi, elle me l'a fait aussi, je peux vous dire qu'on passe un sale quart d'heure. Je veux dire, c'est pas le meilleur moment de la vie, quand la grande Simone de Beauvoir commence à regarder sur la virgule que vous avez mise avant le point. Sans compter le texte, bien entendu, et le contenu, je plaisante, vous avez compris. Bon, alors donc, en quoi Sartre a-t-il une influence? On a l'impression que lui n'était pas du tout féministe. Bon, il aimait bien les femmes, mais je dirais alors je vais vous répondre ce que me disait à quand une rue Simone de Beauvoir à Marseille. Je suis d'accord, c'est une très bonne idée, Cathy, vous avez raison. Alors, je continue. Hélène, j'en ai beaucoup parlé avec Hélène de Beauvoir. Bon, j'ai connu Sartre pendant 10 ans. 10 dernières années de sa vie. Alors, je vais vous dire la différence déjà entre deux. Simone de Beauvoir, vous avez compris, elle parlait à toute allure, d'une voix rauque, il fallait répondre immédiatement, et puis ça ne plaisantait pas, et c'était comme ça.
Et quand je sortais de chez elle, alors que j'avais 20 ans, j'étais totalement épuisée. Hein. Elle en avait 62, mais c'était elle qui m'avait épuisée. Et puis, Sartre, c'était l'inverse. Alors, il était très laid. Il était plus laid en vrai qu'en photo. Il était vraiment très laid, avec une peau, bon, il faut dire que c'était la fin de sa vie, il était un peu gonflé, avec des boutons un peu partout, un teint jaunâtre, en plus il fumait tout le temps des boyards, donc il avait les doigts absolument, vous savez, vraiment jaunes, une caricature, mais il avait une voix dont il jouait, une voix grave, mélodieuse, qui vous enveloppait, et il vous faisait croire que vous étiez aussi intelligente que lui. Ça ne durait pas longtemps, hein, ça durait le temps où vous étiez avec Sartre, en train de bavarder avec Sartre. Mais vous aviez cette impression, vous étiez en confiance. Et il avait beaucoup de gentillesse. En fait. Bon, alors, il a eu plein de liaisons, plein de relations, ça n'a pas empêché d'aimer Simone de Beauvoir jusqu'à son dernier jour. Mais Hélène de Beauvoir me disait, mais Claudine, il y a eu deux choses. D'abord, Hélène de Beauvoir, qui était ravissante quand elle était jeune, elle est tombée amoureuse de Jean Giraudoux, qui était un écrivain très connu à l'époque, qui avait 20 ans de plus qu'elle. Hein. Et c'est Jean Giraudoux qui lui a tout appris de l'amour physique. Donc, elle a eu Et quand elle passait les week-ends avec Sartre, qui était au Havre, et qui rêvait d'être un écrivain connu et reconnu, Sartre lui posait toutes les questions sur Giraudoux. Et donc, Hélène lui disait, de toute façon, Giraudoux, comme c'est un écrivain célèbre, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Et Sartre s'est mis dans la tête que s'il devenait un écrivain célèbre, lui qui était laid, il aurait toutes les femmes qu'il voulait. Et ça le rassurait. Et Hélène me disait, ce n'était pas méchant de sa part, c'était un homme qui avait besoin d'être rassuré en permanence sur sa laideur. Et en même temps, il a aidé beaucoup de femmes. Et il avait, quand vous aviez l'occasion de voir Sartre et Simone de Beauvoir ensemble, c'était extraordinaire parce qu'il était fasciné par elle. Elle l'aimait, elle l'adorait, hein, mais lui aussi, je peux vous l'assurer. Il y avait une tendresse entre eux qui, je veux dire, je vais pleurer parce que je me souviens d'eux. Je veux dire, quand Simone de Beauvoir est morte, j'étais chez lui. Non, quand Sartre est mort. Donc, je veux dire, c'est pour vous dire qu'il y avait vraiment une tendresse magnifique. Donc, dire que Sartre n'était pas féministe, j'irai pas jusque-là, car il lui a marqué. Voilà. Pourriez-vous parler, alors, comment Simone est devenue féministe? Je crois que je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en écrivant Le deuxième sexe qu'elle devient féministe. Et à partir du moment où elle l'a écrit, où elle commence à recevoir, ça je voudrais simplement vous le dire, c'est que quand je commence moi à aller témoigner sur le MLF en France, à partir de 1970-71, je passe mes étés aux États-Unis, chez les féministes américaines, et je fais des conférences, je témoigne, disons, sur le mouvement féministe français et européen, dans des régions mais les plus perdues, américaines, où il y avait des copines féministes américaines au fin fond de la Californie, enfin bon bref. Et il y a généralement, pas toujours, mais souvent, une femme qui est au bout de la salle, au fond de la salle, et qui, pendant que je parle, pleure. Elle pleure, puis à la fin, elle n'interrompt pas, elle ne dérange pas, et à la fin de l'intervention, maintenant je savais ce que ça voulait dire quand une femme pleurait dans la salle. À la fin, cette femme traversait l'assistance, me prenait les mains et me disait, j'avais 20 ans, hein, j'étais très jeune, et elle me disait, je prends vos mains parce que vos mains ont serré celles de Simone de Beauvoir et je vous ai apporté ça. Et elle me montre à ce moment-là un paquet de lettres de Simone de Beauvoir. Car Simone de Beauvoir avait un respect absolument extraordinaire pour ses lecteurs et lectrices. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait pas les mails, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram, etc. Simone de Beauvoir répondait toujours aux lettres. Et c'est ainsi que, si vous voulez, il y a beaucoup de lycéens qui me demandent de m'interviewer pour des fins d'année, pour avoir quelques points en plus au bac, vous voyez, des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup de lycéens et de lycéennes, enfin beaucoup, je ne passe pas ma vie avec ça, mais j'ai un certain nombre de lycéens et de lycéennes qui me demandent. Et ensuite, quand ils viennent et que je parle avec eux, que je témoigne avec eux, avec elles, ils me disent à la fin, on avait demandé à 4 écrivains, vous êtes la seule à avoir répondu,
merci beaucoup, on ne s'attendait pas à ce que vous nous receviez. Je lui dis, mais Simone de Beauvoir, en dépit de sa célébrité, elle avait du respect pour ceux et celles qui s'intéressaient à son œuvre. Donc, j'estime que je lui dois tant que c'est la moindre des choses. Voilà, donc c'est pour vous dire. Et à partir de ce moment-là, elle va s'y engager beaucoup plus qu'on imagine, parce qu'elle va être très active au planning familial. Elle ne va pas se contenter que d'écrire le deuxième sexe. Et à partir de 68 arrive, seuls les hommes ont le droit à la parole. Et quand nous arrivons en 70, elle veut nous rejoindre spontanément. Elle a 42 ans, elle est célèbre dans le monde entier, elle publie La vieillesse en 1970. Je vous ai juste apporté pour vous montrer simplement, parce que j'avais 20 ans et que ça a été mon cadeau d'anniversaire pour mes 20 ans. Donc, vous voyez, c'est La vieillesse de Simone de Beauvoir. Donc, je voulais vous montrer l'orthographe, la manière dont elle écrivait. Sa sœur écrivait de la même manière. C'est vraiment l'écriture des jeunes filles de bonne famille des années 1900. Voilà. Mais c'est pour vous dire que se faire offrir la vieillesse à l'âge de 20 ans, c'est quand même intéressant, mais en même temps, c'est un livre, je me permets de le dire, aussi important que le deuxième sexe. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Et donc, elle ne va plus jamais lâcher. Et après le manifeste, on organise plein d'événements, puis ensuite, elle fonde la Ligue du droit des femmes. Elle va avoir elle va militer, elle va œuvrer avec Yvette Roudy, et elle va continuer jusqu'en 86 à sa mort, jusqu'à sa mort à 78 ans. C'est véritablement, c'est pour ça que j'écris les mémoires d'une jeune fille rebelle aussi, c'est pour montrer au jour le jour les 400 coups qu'on faisait ensemble, qui sont quand même extraordinaires parce qu'elle n'avait pas besoin de ça, elle était si célèbre qu'elle aurait pu être sur ses lauriers et reposer. Alors, est-ce que celui de Gisèle Halimi et celui de Beauvoir ont quelque chose de commun? Alors oui, elles ont quelque chose de commun, leur révolte contre la justice. Mais évidemment, je dirais que Gisèle Halimi a encore plus souffert que Simone de Beauvoir enfant. Alors, je dois vous dire qu'à ce propos, je me permets de faire la publicité là-dessus, mais je crois que vous me pardonnerez. Clara Magazine, dont certaines que vous connaissez, qui est un bimensuel, Clara Magazine va sortir un numéro spécial, enfin pas un numéro spécial, mais le numéro de Clara Magazine qui va sortir la semaine prochaine, je crois, est un numéro consacré à Gisèle Halimi. Et Clara Magazine m'a fait l'honneur de me demander de raconter le parcours de Simone de Beauvoir, l'amitié de Simone de Beauvoir et de Gisèle Halimi, les luttes, les combats ensemble. Il y en a eu beaucoup plus qu'on l'imagine. Donc, j'ai fait un long article, même le double quasiment de ce à quoi j'avais le droit, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et parce que je voulais vraiment montrer que ce sont deux femmes extraordinaires qui ont lutté ensemble. Et donc, leur féminisme est semblable, c'est la lutte contre l'injustice, c'est la lutte contre la torture, c'est la lutte dans la guerre d'Algérie, contre les colonies, la manière dont les soldats français torturaient les Algériens et les Algériennes, etc. etc. Mais c'est aussi, Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, elles ont aussi milité contre la guerre du Vietnam. Alors, la guerre du Vietnam, c'est la guerre de ma génération. La guerre du Vietnam, nous nous sommes formés, adolescents, avec les images, c'est la première fois qu'on voit à la télévision une guerre. Et c'est la première fois, et on voit des enfants brûlés au napalm à la télévision le soir dans les nouvelles. On a 15 ans, on a été élevés dans l'adoration des Américains qui ont libéré la France, et on se retrouve avec ces mêmes Américains qui sont en train de brûler vifs des Vietnamiens qui n'ont rien demandé. Donc, vous imaginez ce que ça a pu être. Bon. Donc, ensuite, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi ont milité ensemble. Nous nous trouvions tous les dimanches de 17h à 19h. Et à 19h moins 5, on était priés de sortir de chez Simone de Beauvoir parce qu'elle allait retrouver ça et que ça ne plaisantait pas, les horaires on ne plaisantait pas. Et donc, tout ça pour vous dire que pendant des années, avec Gisèle Halimi, nous étions ensemble, nous avons préparé le manifeste ensemble, le procès de Bobigny ensemble et d'autres actions. Et que c'était très amusant de les voir ensemble parce qu'elles avaient de l'estime l'une pour l'autre. Comment dire, elles étaient dans le non-dit, elles n'avaient pas besoin de se parler, elles se connaissaient depuis les années 60, 58, 60. Donc, on était, nous, en 70, c'est-à-dire 12 ans plus tard. Elles avaient déjà vécu des tas de choses, des menaces de mort, quitté leurs appartements, etc., pour ne pas être tuées. Bon, enfin, elles avaient une confiance l'une en l'autre. Mais c'était très amusant de les voir ensemble, parce que Gisèle Halimi avait 20 ans de moins que Simone de Beauvoir. Gisèle Halimi avait 20 ans de plus que moi. Enfin, j'avais 20 ans
de moins que Gisèle Halimi et 40 de moins que Simone de Beauvoir. Eh bien, celle qui était calme, qui était posée, c'était Gisèle Halimi. La plus âgée, Simone de Beauvoir, c'était aussi une pile électrique, comme moi. Vous voyez, ça en faisait deux. Tandis que Gisèle Halimi, c'était calme, mais elle tenait des propos, je peux vous assurer, que ça décoiffait. Et je dis ça un peu vulgairement, mais elle tenait des propos formidables et elle était... Je suis très triste de sa mort. Voilà, je voulais vous dire ça. Alors, donc je me permets de faire cette publicité pour Clara Magazine et de vous dire que je pense que ça va être un numéro, j'ai entendu dire sur d'autres articles, etc. Alors, comment ai-je rencontré Simone? Bon, alors il est déjà 20h30, donc Daniela, vous m'autorisez encore 5 minutes? Non, je te rassure, Marie-Paul, je ne vais pas y passer 2 heures pour raconter. Marie-Paul le connaît par cœur, donc j'ai pitié de Marie-Paul. Tu peux Non, mais j'adore, t'inquiète pas. Tu connais par cœur. C'est la Madeleine de Proust, c'est un régal. Non, mais c'est simplement que donc Sartre avait parlé de moi. J'ai milité en mai 68, j'ai milité dans les mouvements étudiants gauchistes, tous machistes, et j'ai quand même travaillé avec des ouvrières d'usine. Je renéotais les tracts la nuit et j'allais les distribuer à 6-7 heures le matin devant les usines. Avec les femmes, ça ne plaisait pas beaucoup. On n'était pas toujours très bien accueillis par les services d'ordre des syndicats, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, Sartre avait entendu parler de tout ça. Et donc, c'est Sartre qui a parlé de moi à Simone de Beauvoir, qui a demandé est-ce que je vienne. Et j'avais 20 ans. Et en fait, la minute où je suis entrée chez Simone de Beauvoir, d'abord, je suis arrivée à 5 heures précises. Et les copines, Gisèle Halimi et les autres, avaient oublié de me dire, Gisèle Halimi ne m'avait pas dit, que, en fait, l'affreux petit réveil matin de Simone de Beauvoir, qui était affreux, hein, eh bien, il avait 7 minutes d'avance. Donc, en réalité, il fallait toujours arriver 7 minutes en avance chez Simone de Beauvoir. Alors, évidemment, personne ne me l'avait dit. Donc, les quelques femmes qui étaient présentes étaient déjà en train de discuter avec Simone. Et donc, mon idole, l'idole de ma jeunesse que j'allais enfin rencontrer pour la première fois, ses premiers mots, ça a été « Vous êtes en retard ». Et chez Simone de Beauvoir, être en retard, il n'y a pratiquement rien de pire, sauf que d'être religieuse et réac, quoi. Vous voyez, enfin bon, il n'y avait que ça, quoi. Donc, enfin, après, j'ai plus jamais été en retard. Et Marie-Paul peut vous dire que généralement, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas, hein, Marie-Paul, quand même? Non? Si, je suis en retard? Tu n'es pas en retard, écoute, avec toutes les réunions qu'on fait ensemble, oui, tu n'es pas en retard. Ça va, toutes les deux, on n'est pas en retard. Oui. J'ai été éduquée hein, à l'âge de 20 ans, c'est une éducation dont on ne se remet pas. Hein. Alors, ensuite, les réunions donc avaient lieu donc dans son studio et donc ce qui était extraordinaire, c'était qu'elle donnait tout de suite la parole aux autres. Elle discutait, qu'en pensez-vous? Bon, alors d'accord, non, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui, Claudine, pourquoi vous pensez ça? J'avais 20 ans, elle en avait 62, elle était une célébrité. Il ne fallait vraiment pas se... Enfin, je veux dire, il ne fallait pas la décevoir. En même temps, on était émus. Vous savez, la première fois que je l'ai rencontrée, j'étais quand même émue. J'espérais être tranquille en train de la regarder. Et puis, ce n'était pas du tout ça. Alors, Marseille a eu un rôle dans sa construction féministe, ben oui. Alors, le contexte de la fameuse citation « Il suffira d'une crise », c'est à moi qu'elle l'a dit. C'est dans les Sœurs Beauvoir et dans les Mémoires d'une jeune fille rebelle. C'est-à-dire qu'on a monté la Foire des femmes en 73, ça a été un grand succès. On commençait à avoir des succès après le procès de Bobigny. Et j'avais des rendez-vous aussi privés avec elle parce que je commençais à écrire ma thèse sur son œuvre, son doctorat, en plus de tout le reste. Et donc, je vais la voir le lendemain matin de la fête, etc., toutes les deux. Quoi. Bon. N'oublions pas, 73-74, honnêtement, je ne me souviens plus, ça commence à dater, ça fait 46 ans. Mais ce qui surtout, c'était que j'étais enthousiaste, quoi. J'étais toujours jeune, enthousiaste, et j'ai commencé à sauter sur le canapé en disant « Simone, c'est fabuleux, c'est fabuleux. On a gagné, Simone, sur l'avortement. » Et elle est restée absolument, vous savez, très reine d'Angleterre, hein, reine Elisabeth, we are not amused. Et donc, elle m'a dit, mais non, Claudine, nous n'avons pas gagné. Nous avons peut-être l'impression d'avoir gagné, nous avons peut-être gagné de manière temporaire, mais il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que nos droits soient remis en question. Et elle m'a regardée comme une grand-mère regarde une petite fille, et elle m'a dit, Claudine, vous devrez, votre vie durant, rester vigilante. Voilà. Alors, pour vous dire, cette citation est devenue historique. Elle est complètement
écartée de son contexte. Et je tiens à vous dire que tout le monde me la donne pour me faire apprendre quelque chose sur Simone de Beauvoir. Alors, j'ai le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères. Enfin, je peux vous citer un certain nombre d'officiels qui me disent, vous savez que Simone de Beauvoir a dit, oui, merci monsieur le ministre, je sais, oui, je sais, merci, c'était moi. Voilà, non, je vous le dis pour vous. Alors, dans ma famille me dit, avec humour, écoute, c'est une si belle phrase, elle est entrée dans l'histoire de France et dans l'histoire des femmes, et c'est vrai. Elle est entrée dans l'histoire de France et l'histoire des femmes. Mais quand je ne serai plus là, à l'occasion, l'une d'entre vous pourra peut-être rappeler quand même que c'était une jeune féministe du MLF, signataire du manifeste, qu'elle l'a dit. Voilà. Donc, ensuite, oui, les contacts avec les féministes américaines, oui, c'est ce que je vous ai dit. Les féministes américaines ne se sont en aucun cas inspirées du manifeste des 343. Je crois qu'il faut être, puisqu'on me demande si les féministes américaines s'en sont inspirées. Non, non, elles ne s'en sont pas inspirées, parce que ne croyons pas que nous sommes une source d'inspiration systématique. Les féministes américaines, elles étaient très nombreuses, avec des groupes différents. Elles avaient, ce qui les inspirait, c'était la personnalité de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir était ce qu'on dit en anglais, un icon, c'est-à-dire une icône. C'était une déesse. Vous savez, quand en 70, La vieillesse est publiée, il est publié dans 30 pays l'année suivante. Et quand j'arrive aux États-Unis l'été l'année suivante, La vieillesse est dans tous les drugstores, dans les petits coins. Je veux dire, on n'imagine pas quelle a été la célébrité de Simone de Beauvoir aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour vous dire, elle n'était pas inspirée, mais par contre, Simone de Beauvoir les inspirait. Ça, c'était vraiment... Elles ont aimé le manifeste des 343, mais elles ne fonctionnaient pas de cette manière-là. Elles faisaient des plus grandes manifestations, elles étaient plus nombreuses que nous. Alors, comme une grande intellectuelle, à vous entendre, on ressent une place très importante d'émotionnel dans sa vie. Alors, je suis tout à fait d'accord, je suis très heureuse de cette remarque qu'on me dit, je dis tout de suite, mais on présente généralement Simone comme une grande intellectuelle, mais à vous entendre, on ressent une place très importante de l'émotionnel dans sa vie, les privations de l'enfance. Que pensez-vous de la place de ces émotions dans ses écrits et dans ses combats? Je suis très contente qu'on me pose cette question, parce que oui, les émotions jouent un rôle très important chez Simone de Beauvoir, parce qu'elle n'a jamais complètement abandonné son éducation aristocrate, catholique, où on ne montre pas ses émotions. C'est-à-dire que pour qu'elle montre ses émotions, il fallait vraiment une faille terrible. C'est-à-dire quand on la voyait, bon, si vous voulez, au bout d'un certain nombre de mois et d'années, puisque nous avons été amis pendant 16 ans, au bout d'un certain temps, je savais quand elle n'était pas contente, quand elle faisait la tête, quand elle n'était pas amusée. Vous savez, j'ai des amies féministes anglaises qui me disent, mais Claudine, Simone de Beauvoir, quand on la voit réagir, on a l'impression de la reine d'Angleterre, que c'est comme la reine d'Angleterre. Ben, je dis, c'est un peu la même éducation, hein. C'est quand même, même si elle était plus âgée que la reine Elisabeth, il y a quelque chose. Simone, vous n'alliez pas lui taper sur l'épaule, hein. C'était pas... bon. Et pour lui faire la bise, j'ai mis à peu près 10 ans pour lui faire la bise. Hein. C'était, bon, j'ai mis à peu près 10 ans pour lui faire la bise, une bise très respectueuse, et j'avais l'impression presque, bon, elle était contente, elle rougissait, mais en même temps, c'était quand même Simone de Beauvoir. Bon. Mais tout cela pour dire que lorsque moi, j'ai été marquée par la lecture des livres de Simone de Beauvoir. Bon, ma mère a lu Le Deuxième Sexe en étant enceinte de moi, ma mère est devenue une grande chimiste, mais elle a puisé sa force dans la lecture du Deuxième Sexe. Donc à la maison, quand j'étais enfant et adolescente, dès qu'un livre de Simone de Beauvoir paraissait, il était très bien vu dans la bibliothèque. Et mon père m'a offert pour mes 15 ans Le Deuxième Sexe. Il m'a dit, il faut que tu lises pour savoir ce qui va t'arriver et ce qui t'attend. Mais déjà, j'avais une idée par ma mère, mais alors là, en lisant Le Deuxième Sexe à l'âge de 15 ans, ce n'était pas vraiment encourageant. Bon, mais tout cela pour vous dire que ce que j'ai aimé le plus, non, ce n'est pas évident effectivement de lire Le Deuxième Sexe à 15 ans, je suis d'accord. Et surtout à l'époque, Mais ce que je dois vous dire, c'est que moi j'ai été marquée
parce que aussi, c'était avant 68, donc pour les jeunes filles, c'était plus dur, même si j'avais des parents intellectuels très ouverts, très ouverts. Nous habitions à l'étranger une partie de l'année, nous avions des intellectuels du monde entier à la maison, donc j'ai eu la chance d'avoir une éducation internationale très ouverte, très tolérante. Mais quand même, ce qui m'a marqué moi, ce sont les mémoires de Simone de Beauvoir que j'ai lues avant 68, adolescente. Et là, dans ces mémoires, il y a des émotions. Les émotions dont vous parlez très justement dans votre question. Et en réalité, quand on relit bien les livres, il y a des émotions. Et si vous lisez un jour La vieillesse, vous êtes jeune, vous avez le temps pour lire La vieillesse. Mais en attendant, ce qui se passe en ce moment, dans les EHPAD, sur les questions, ça, Simone de Beauvoir vous donne un aperçu du monde entier, à la fois historique et par continent, absolument fabuleux. On comprend tout sur ce qui nous attend pour les personnes âgées. Et maintenant que j'ai cet âge-là, je relis volontiers La vieillesse. Et c'est pour vous dire, La vieillesse, c'est un livre sur l'émotion, avec de l'émotion. Parce que déjà, elle est célèbre. Elle n'a plus besoin de reconnaissance. Et elle sait qu'on peut l'écouter, la lire, être transformée. Et donc, La vieillesse, lisez même simplement l'introduction. C'est un livre de poche, hein, La vieillesse. Lisez simplement l'introduction de La vieillesse, vous allez voir, elle y va comme ça, avec des émotions. C'est une femme qui ne pouvait pas montrer ses émotions. Je vais vous raconter, si vous voulez, puis je terminerai là, Daniela, si vous m'autorisez, parce que je vous ai fait passer là. Et la pauvre Marie-Paul, elle va être dans un état d'épuisement par ma faute. Pas du tout, Claudine, pas du tout. C'est un régal. Je vais vous raconter cette histoire parce que c'est une histoire d'émotion. Merci l'équipe de Féminines. C'est une histoire d'émotion. Les dernières années de Sartre, Sartre avait un secrétaire qui était très religieux, qui était sur des questions religieuses, qui voulait se rendre célèbre. Et donc, ce secrétaire de Sartre a fait un dialogue avec Sartre, en publié en première page du Nouvel Observateur, au moment où Sartre était gâteux. Pardonnez-moi de dire ça, mais disons au moment où Sartre perdait la tête, était très fragile, n'avait plus toute sa tête, disons les choses en termes respectueux. Donc, quand ce texte paraît, Sartre renie son athéisme et commence à se poser des questions sur la religion. Alors, je peux vous rassurer, toute sa vie, il s'est posé des questions sur la religion et c'était réglé. Il savait très bien ce qu'il pensait des religions. Donc, Sartre avait eu le temps, dans sa jeunesse, de se poser des questions sur les religions. Et donc, ce n'était pas une religion en particulier, c'était les religions. Et donc, il était athée et l'existentialisme est basé sur son athéisme. Puisque Dieu n'existe pas, alors nous sommes tous responsables de nos actes. Nous avons le choix, mais nous sommes responsables de nos actes du coup. Voilà, c'est-à-dire ce n'était pas le destin qui fait que je suis en train de vous parler qu'on est en train d'échanger ce soir. Et donc là, le texte du Nouvel Obs, c'est une horreur. Et j'allais le lendemain chez Simone de Beauvoir, on est en 1980, c'est 3 mois avant la mort de Sartre. Et j'arrive et toutes les copines du MLF, il faut vous dire que les copines du MLF, nous aimions Sartre aussi. Il était gentil avec nous, il a été très solidaire, il a toujours été là pour nous, et nous aimions Simone de Beauvoir. C'était notre mascotte, si vous voulez, c'était notre grand-mère à toutes, c'était notre mascotte. Donc, on le souhaitait, et elle était gentille avec nous et généreuse, avec tout le monde. Donc, on ne supportait pas. Donc, quand on lit l'interview, les copines, on est en larmes. Et donc, le lendemain, j'allais voir Simone de Beauvoir, puisque j'étais toujours en train de travailler sur ma thèse, sur elle, je vais la voir en tête-à-tête. Et je lui dis, mais vous savez, je veux dire, je n'avais plus 20 ans, j'en avais 30, hein, pratiquement, j'avais 30 ans. Donc, j'avais déjà 10 ans d'amitié avec elle, et 10 ans de... Et puis, je n'étais plus la jeune femme, enfin, je veux dire. Et je lui dis, Simone, je voulais vous dire que nous sommes toutes bouleversées par cette interview, par cet entretien de Sartre. On veut vous dire qu'on est de tout cœur avec vous, qu'on vous aime. Non, je n'ai pas dit qu'on vous aime. J'ai dit on est de tout cœur avec vous. Et Simone, si on peut faire quelque chose, dites-le nous. On écrira, on protestera, tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, Simone de Beauvoir, très reine d'Angleterre, brusquement son visage se défait et elle commence devant moi à fondre en larmes. Elle commence à fondre en larmes, mais elle ne peut plus s'arrêter de pleurer. Et moi, je suis terrorisée parce que ce n'est pas quelqu'un que vous prenez dans les bras comme ça.
c'était pas quelqu'un de ma famille, même si je la vivais comme un membre de ma famille, c'était pas quelqu'un de ma famille. J'étais terrorisée. Et je me suis avancée vers elle et je l'ai prise dans mes bras en me disant, elle va me gifler. Elle va me dire, enfin, comment osez-vous, Claudine? Enfin, vous voyez, je veux dire, c'était vraiment quand même la reine d'Angleterre. Eh bien non, elle s'est laissée aller et elle a pleuré, pleuré, pleuré dans mes bras. Et je lui ai dit, Simone, nous vous aimons toutes, nous serons là pour vous défendre. Et c'est là où elle m'a dit, ce que je n'ai jamais oublié, et ce qui explique peut-être que je continue à parler d'elle, elle m'a dit, Claudine, qu'est-ce que ce sera quand nous serons morts? Ce qu'on va dire sur nous. Qu'est-ce que ce sera quand nous serons morts? Et je lui ai regardé, et je lui ai répondu que j'étais jeune. Hein. Je lui ai dit, mais Simone, nous, on sera là. Voilà. Oh Claudine, vraiment, merci. Merci, c'est vraiment très émouvant et de terminer justement sur ces paroles-là, ça s'inscrit tout à fait dans le cadre du matrimoine et donc c'est un très bel… Voilà, donc on travaille sur les mots et on dit qu'on ne rend pas hommage, mais on rend fémage. Vous rendez fémage. Voilà. On a eu de la chance quand même, vous savez, d'avoir Simone de Beauvoir, nous les femmes françaises. Absolument, et on s'en rend bien compte, et on s'en rend bien compte d'autant plus par vos mots, par vos récits et par la manière dont vous en parlez. Et merci en tout cas de votre patience, parce que j'ai parlé pendant 2 heures et vous devez être très fatigué, vous n'avez pas dîné, vous avez plein de choses. C'était un plaisir. Et pour nous, c'est vraiment important de s'inscrire dans la continuité justement des combats féministes, ne pas voir les combats féministes comme des vagues successives, mais bien comme une continuité. Et on continue à militer avec celles qui ont milité depuis les années 70. Voilà. Donc c'était très important pour nous de pouvoir vous recevoir. Oui, je suis très heureuse que vous le fassiez. Et je vous dis franchement, c'est la plus belle des choses. Alors, excusez-moi, il y a un homme qui arrive et qui meurt de faim. Il a été patient jusqu'à 21h, hein, quand même, parce que je suis dans la cuisine. Et puis, tiens, viens voir, viens dire bonjour. Attendez, je vous présente les autres féministes. Et regardez, une chatte féministe. Voilà. Qui, elle aussi, meurt de faim, parce que c'est gentil de parler de Simone de Beauvoir, mais tout ça ne remplit pas son estomac. Bon, merci infiniment. Voilà, non, merci à vous pour revenir aux choses sérieuses. C'est formidable ce que vous faites. C'est formidable. Et je vous dis franchement, nous aurions tellement aimé qu'on nous raconte, nous, quand j'avais 20 ans, j'aurais tellement aimé que des féministes nous racontent, vous voyez, nous racontent ce qu'elles ont vécu. J'aurais tellement aimé que des anciennes suffragettes me racontent ce qu'elles ont vécu. Oui, en tout cas, merci beaucoup de l'honneur que vous m'avez fait. Merci beaucoup. Marie-Paul, Fabienne, je ne sais pas si vous voulez dire un mot pour conclure. Non, merci. Pardon, vas-y Fabienne, vas-y. Moi, c'est très émouvant pour moi et vraiment pour moi, ça a changé comment je vois Simone de Beauvoir. En fait, ça l'a rendue plus humaine. Et merci beaucoup, c'était très touchant. Merci. Oui, merci Claudine. Je voulais dire que Claudine, avec toute cette expérience, elle continue à militer, comme elle vous l'a dit. Et on est effectivement ensemble dans des structures. On continue à travailler ensemble et c'est un véritable régal. Voilà, de voir cette continuité, cette transmission. Merci beaucoup, Claudine. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité. Et puis, je dis un grand bonjour à Marseille quand même. Et n'oubliez pas que Les Inséparables sortent en octobre. Enfin, vous en entendrez parler dans les médias, ils vont en parler. Mais que c'est un peu grâce à Marseille aussi, hein, Les Inséparables. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie mille fois. Une belle soirée avec vous. Merci de votre patience. Merci à toi. Merci pour toutes les personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous embrasse toutes. Hein. Demain. Oui, merci. Au revoir Claudine. Au revoir. Bonne soirée. Merci à toi. Voilà, donc pour les personnes qui sont encore ici, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le webinaire qui aura lieu demain soir. Demain soir, donc à 19h également, vous pouvez trouver le lien sur l'événement Facebook, sur la page de Oser le féminisme national et Oser le féminisme 13. Donc webinaire qui portera sur les femmes dans l'art et qui sera animé par Laurence Dionigi, historienne de l'art. Voilà, merci beaucoup.
Ce webinaire est terminé. Merci beaucoup. Merci. Salut, Daniel. Au revoir. Au revoir.